Bienvenue à Horreur paranormale et meurtre avec moi-même François Quirion. Aujourd'hui, je reçois un invité super le fun que j'avais bien hâte de jaser avec, Charles Beauchesne. Comment ça va? Allô, ça va bien. De retour de vacances, là, plus fatigué que jamais. Là, Plus fatigué que comme tout le jamais des monde. Là. vacances, c'était pas trop reposante. Ça l'est jamais, en fait. J'apprends lentement, en fait. J'ai l'impression que maintenant, on vit à une époque où on a besoin de vacances en revenant des vacances. Puis là, c'est la joke qu'on se fait tout le temps en revenant de vacances. Comme, hey, j'ai besoin mais oui. Oui, la réponse est oui en tabarnak. 5 jours à rien calisser en revenant de vacances, Ça se prendrait Je vous le bien. suggère, les amis. Ah, je comprends ça. Moi, je viens de passer 8 jours à pas travailler. J'ai travaillé comme un fou toute l'été. Puis là, Mhm. j'avais 8 jours pour moi. Puis, tu sais, on dirait que j'ai pas arrêté de faire de l'organisation dans mes projets ou j'ai comme un projet de jeu de société aussi que j'ai comme full travaillé mes cartes. Fait que ça, ça arrête jamais. Je prends jamais le temps de me reposer, là. Ah, écoute, faut redécouvrir, c'est le défi du 21e siècle. Il faut redécouvrir rien calisser et les bienfaits de rien calisser. Puis c'est drôle, c'est Phil Signa qui m'a dit à un moment donné de sexe illégal, qui m'a dit à un moment Ouais. donné, moi, je me donne le droit d'être paresseux dans la vie. Puis ça, c'est bien, bien wise, ça, comme philosophie. En tout cas, il m'apparaît en fumée là, sur une épaule quand je stresse trop. Là, C'est ta bonne ou ta mauvaise conscience? Oh, là, il y a tabarnak! Nestor, esti de fucker, il a failli renverser ma bière sur mon ordi. Ouais, ben Ça aurait été dramatique. c'est ça, tu te dis Ah, à la fin non, de ton faites livre que jamais tes ça, chats étaient une constante nuisance pour l'écriture. Ah, c'est des fuckers, man. C'est les pires enfoirés qui existent. Là. J'ai créé des monstres. Là. Je leur ai tout donné. Là. Maintenant, ils ont des tempéraments royaux. Là. Puis là, ça se voit pas, là, mais la grosse en arrière, là, ça Ouais. te fait 2 heures qu'elle miaule dans le vide absolu pour avoir quelque chose que j'ai absolument aucune idée comment je pourrais lui offrir. C'est même plus une affaire de nourriture, c'est même plus une affaire de caresse, c'est une affaire de laisse-moi te vampiriser ton Sucer énergie. ton Là, énergie. Ouais. Fait que en tout cas, t'as comme puis les enfants, I guess. Là. une relation toxique avec un chat. Ah non, les chats, ils ont compris. L'affaire avec les chats, c'est qu'ils ont compris qu'ils sont des animaux de compagnie. Et ils ont décidé d'exploiter ça jusqu'à ce qu'on soit saigné à blanc. Là. Ça fait depuis les dieux égyptiens qu'on On vénère ces vénère les fuckers-là. chats, ouais. Voilà, ils ont compris comment être des animaux de compagnie. Certains d'entre eux sont très, très bons pour juste exiger des affaires, puis te rendre fou, là, puis miser sur le fait que tu vas faire, genre, chicaner le chat. Mais non, tu vas lui gratter le bedon, là, puis lui donner de la nourriture, là, jusqu'à ce qu'il te pousse vers... Et toi, t'es un J'ai gars de toujours, chat. j'ai toujours voulu avoir des chats. Moi, mes parents ont toujours dit non. Puis là, ça va faire 10 ans là, que je suis avec ce couple-là. C'est les meilleurs. Je les adore. Rien de mieux. Mais tu vois, c'est ça. Là, t'es encore en train de descendre mon contrat. Et c'est ça à répétition dans une journée. Fait que oui, difficile d'écrire, difficile de travailler, mais difficile d'enregistrer un podcast. Hein. Ben oui. C'est le même pour tout le monde, je pense, là, quand je jase à quelqu'un qui a des chats. Moi, Mais c'est pas ça ou le Ouais. chien qui est comme une espèce de genre d'individu dépendant affectif là, duquel tu es obligé de t'occuper. Je pense Ouais, que j'aurais moi été j'ai un vieux chien, il a 17 ans, mon vieux chien, là, puis tu sais, c'est Mhm. ça, là, des fois, je travaille des longues journées, si c'est des longues journées de genre 10 12 heures, faut que j'essaye de trouver un temps mort pour venir sortir mon chien parce qu'il est vieux, puis tu sais, Ben oui, puis tu peux pas les laisser tomber. C'est un gros chien ou un petit non, chien? non, c'est un petit Jack Russell, OK. ouais, Mais ouais. même là, je veux dire, le chien, c'est un investissement là, d'énergie dans la vie. Là. Je veux dire, tu peux jamais aller en vacances. Ça moins, Mais toi, t'es non, chanceux, c'est un petit chien, fait que ça se fit. Là. Mais imagine quelqu'un qui a un Saint-Bernard ou un Grand Danois où ta vie est fusionnée à celle du chien ben ouais. jusqu'à sa mort. Là. Parce qu'en plus, ils font de l'anxiété quand t'es pas là, parce que puis ils attendent ton Ben, retour en ils n'ayant aucune vivent pour toi. conscience du temps. Là.
Ah non, c'est fucked up. Ils n'ont pas de conscience du temps qui passe. Là, pour eux, là, t'es parti 2 secondes ou 20 ans. Puis là, ils attendent là, en espérant que toute leur loyauté d'animal dépendant affectif. Non, les chats, pour l'amour du ciel. Ouais. C'est un moindre trouble. Je préfère Moi, être du staff je suis pour plus un un gars dieu de chien, mais égyptien. je comprends. Tu sais, des fois, je me dis, si j'avais des chats, tu sais, je serais plus indépendant. Tu sais, fait que comme je comprends ton choix aussi, là. C'est une autre gamique, là. C'est pour toujours t'occuper de ton meilleur ami ou être un butler pour je sais pas, pour un dieu égyptien. Une entité ancienne, cosmique. Je peux très bien vivre avec ça. Mais ouais, j'ai eu bien du fun à lire votre livre cette semaine. En plus, tu sais, quand je t'ai lancé l'invitation, je te disais que moi, je lisais beaucoup de littérature gothique ou des vieux grimoires anciens. Puis là, je j'avais pas lu ton livre encore. Puis là, en commençant, vous Je parle dites, là, des chroniques de l'abîme que oui, oui, j'ai oui, écrit avec Simon Predge. Simon Predge, puis il y a un autre gars qui a fait les dessins, là. Pierre Bonck, notre Ouais, merveilleux illustrateur français. Très beau travail. Très, très, je, très nice gars d'ailleurs. je l'ai mangé, votre livre. Pour vrai, c'est en plein mon genre de lecture. Puis on dirait que je savais pas que ça se faisait au Québec, de la littérature comme ça, ou de la lecture comme ça. On dirait que c'est tout le temps américain ou british, là. Ben, on est des. Tu sais, hey, on est à l'époque des gros nerds. C'est ça qui se passe. On est à l'époque C'est rendu des cool d'être gros. nerd, là. Ben, j'ai l'impression que c'était rendu cool d'être nerd dans les années 2010, puis là, c'est en train de redevenir pas cool pour éventuellement redevenir cool. Mais le point que je veux faire avec ça, c'est que les nerds d'hier sont les artistes d'aujourd'hui. Et en tout cas, une des affaires que, mon Dieu, l'art m'a appris dans la vie, c'est que tu es toujours un petit peu, d'une façon ou d'une autre, quand tu es un artiste, en train de recréer quelque chose de très, très cool qui t'a marqué Ouais. dans ton passé. C'est inévitablement ça. Ben, c'est Là, ça. dans le cas de, Vous avez des grosses Fred et moi, inspirations de H.P. Lovecraft puis de Poe. Genre, très au début, vous dites que c'est un hommage à ça, puis je te commence à avoir du fun à lire ça, c'est sûr, là. on ment pas, là. On a mergé ces deux gars-là. En fait, non, c'est pas vrai. On a mergé notre compréhension de l'univers de ces deux gars-là, qui sont d'ailleurs, je veux dire, eux-mêmes inspirés l'un de l'autre, dans le sens que Poe, son héros, Lovecraft, son héros, c'est Poe. c'était Poe. Puis Poe, il a comme un peu inventé le genre, Ouais. entre guillemets, dans le sens que, tu sais, il a créé la nouvelle d'horreur telle qu'on la connaît aujourd'hui. Il a Le comme meurtre et mystère aussi, avec la Murder in the nouvelle Rue de Morgue. détective. Puis moi, je veux dire, c'est une de mes affaires préférées, ça, dans le monde. Moi, je voulais devenir détective privé, moi, quand j'étais plus jeune. Jusqu'à ce que je me rende compte, en fait, finalement, que c'était pas, en tout cas, c'était plus prendre des photos de couples infidèles puis faire de l'espionnage industriel, là, qu'il y avait comme aucun sac de rubis volé n'allait entrer en compte dans Ouais. Mais tu vois, ma job aujourd'hui, en tout cas, du moins avec les pires moments de l'histoire, c'est un petit peu du travail de détective privé. Ben oui. C'est un petit peu du travail de détective privé que j'ai fait pour les chroniques de l'abîme. Puis voilà, Poe, c'est l'inventeur de toutes ces patentes-là. Lovecraft était un fan, il a un petit peu repris ça, il l'a mis à sa sauce. Puis là, nous autres, on arrive comme deux saucisses 100 ans plus tard. On aime ces deux gars-là, fait qu'on va refaire un composite auteur d'horreur en mergeant ces deux gars-là puis en essayant de le limiter nous autres. Puis ça donne un résultat. On se croisait les doigts, on le faisait pour le fun, les chroniques de l'abîme, puis je pense que les gens ont bien trippé. Moi, j'aime. Les illustrations, ils sont beaucoup. Je trouve que le livre est une belle pièce pour ça. C'est une belle pièce pour les collectionneurs. Ça se prend pas au sérieux. Il y a comme une espèce de côté BD cartoon, Tale from the Crypt qui se j'aime tellement ça, là. Trop se prendre au sérieux. Puis ton personnage dans la bande dessinée, c'est comme il y a comme un petit chapeau avec un œil égyptien. C'est quoi ce petit chapeau-là? Ça me piquait ma curiosité. C'est un fez, c'est un chapeau marocain, je crois. Et hop, j'en ai justement un ici. Voilà, je sais pas. Je pense qu'il y a comme un personnage dans
dans The Mummy de 1998 et un gars dans une BD inspirée d'une nouvelle d'H.P. Lovecraft qui a à peu près ce look-là. Là. Puis je dis, ouais, non, je vais être ce gars-là, là, je vais être le... Puis en fait, l'œil dessus, l'espèce d'œil cyclopéen sur le fez, ça vient du dessin animé Gravity Falls, qui est un truc que j'aime beaucoup, qui est un peu une espèce de... Et sur Disney+, d'ailleurs, je vous le suggère, 2 saisons, ça s'écoute vraiment rapidement. C'est un peu une espèce de Scooby-Doo rencontre un dessin animé de Disney des années, du début des années 2000. Là, je ne sais pas trop comment le décrire. Là. Il y a comme un côté le monstre de la semaine, puis c'est des enfants qui résoudent des enquêtes monstrueuses. Voilà, il y a un personnage le personnage de l'oncle qui travaille dans une espèce de musée des horreurs, cabinet des curiosités, porte un fez avec un gros œil cyclopéen dessus. Voilà ce que j'ai voulu être pour le livre. Ben, ça te fait bien. Merci bien, Colin. Ça te ressemble. Je suis devenu un gars depuis 2020, là, je suis devenu un gars de robe de chambre. C'est pas vrai, j'étais un gars de robe de chambre avant, mais sauf que là, je pouvais pas savoir que j'allais passer 2 ans en robe de chambre. Puis c'est drôle parce qu'en plus, un des derniers achats que j'ai fait en 2019 au Salon des métiers d'art, c'était cette robe de chambre-là, ma parole. Puis en tout cas, c'était le meilleur achat. J'y ai mis le gros prix. C'était compulsif comme achat. Puis j'ai jamais aussi bien investi mon argent dans quelque chose aussi cave. Ben, tant mieux si t'es bien dedans. Ah, Chris, à qui le dis-tu, mais en serviette en plus, là, ça absorbe ma vieille sueur de travail, d'écriture merveilleusement bien. Mais c'est ça. Surtout si tu travailles à la maison, il faut que tu sois confortable. Là, tu sais. Je suis un ermite, moi, crime, je sors pas de chez nous. Là, fait que oui, bien sûr. Je suis un peu comme toi. Ça prend un soude de maison. Ouais. Moi, sortir de chez nous, là, c'est me costumer. C'est toujours porter un déguisement. C'est une image sociale. Oui, genre, là, voilà, là, je me voilà habillé. Là, j'ai mis un effort dessus, mais la vérité, c'est que j'ai crissement pas envie de faire cet effort-là tous les jours. Puis c'est de ça que j'ai l'air d'envie. C'est ça que je porte. Je suis un gars de robe de chambre, puis pidge. Puis... Pendant la pandémie, si tu faisais des shows en Zoom, tu faisais tout ça en robe de chambre? You bet your ass que je faisais ça en robe de chambre. Je l'ai déjà fait en pyjama japonais kigurumi. Je me suis acheté ça aussi, c'est bel achat. Ça a de l'air confortable. Un onesie de chauve-souris avec un nœud papillon. Je sais rien de mieux. Rien de mieux au monde, mon Dieu. J'ai envie d'être cette affaire-là. Ben oui. Faut s'assumer, il faut être qu'est-ce qu'on a envie d'être. Il faut pas se faire accroire. Je vous suggère d'être ce que vous avez envie d'être dans la vie. Je vous le suggère très fortement. Non, mais tu sais, on déconne, mais j'ai souvent des conversations avec du monde qui... je sais pas, qui me disent des fois des affaires genre « faudrait vraiment que j'arrête de faire cette affaire-là. À l'âge que j'ai, faudrait que j'arrête de faire cette affaire-là. » J'avais un ami qui me disait « il faut que j'arrête d'écouter des dessins animés, j'ai bientôt 40 ans. » C'est un français. J'imagine. Oui, ben voilà, j'aurais pu être ça ou un Québécois particulièrement saineux, là, mais il faut que j'arrête d'écouter des dessins animés. Là, j'ai bientôt 40 ans. Je suis comme, ta gueule, man, qu'est-ce que tu fais? Mais non, soit cette affaire-là, mon Dieu, soit ce que tu as envie d'être dans la vie. Je veux dire, donne-toi pas des paramètres d'âge pour les affaires qui te font triper dans la vie. Puis je pense que c'est sans le savoir, là, c'est des raisonnements comme ça qui rendent les gens foncièrement malheureux. De constamment se priver de qu'est-ce qui les fait triper? De qui on est, de ce qu'on a envie, de ce qui te fait triper par peur du regard, en fait, du bon vieux regard de l'autre, là, ou en fait, le fait que nos parents nous ont cassés d'une façon ou d'une autre. Là, non. Mais on s'en vient de moins en moins pire, je pense, tu sais, comme les gens qui se sentent d'un sexe opposé, c'est de plus en plus accepté socialement. Mais tu sais, ça, c'est peut-être juste parce que je reste à Montréal aussi que j'ai cette impression-là. Je sais pas ça tranquillement. Je pense que les gens sont... La façon dont je le vois, là, les gens sont lentement mais sûrement en train de comprendre le fameux living your best life. Là. Vivez votre meilleure vie. Là. Soyez...
façon, t'es qui, là? Qu'est-ce que tu vas me dire, là? Tu me connais? Non, voilà. On est en train de se libérer de cette espèce de notion-là, là, d'écouter la vie de gens sur Internet. Là. De toute façon, c'est tous des fuckers qui sont malheureux puis qui ont pas. En tout cas, pas généraliser, là, mais généralement, là, les gens sont malheureux. Et oui, les gens sont super malheureux, puis sont d'autant plus malheureux souvent de voir des gens genre triper à être qui ils sont, puis juste se assumer, là, puis se pitcher dans. Quand t'es, comment dire, quand tu sais pas toi-même comment être heureux, quand tu es encarcané dans un paquet d'affaires depuis des années, là, puis tu vois des gens là, crisser toutes ces balises-là à terre, là, bien sûr que c'est frustrant. Bien sûr que ça rend malheureux parce que tu n'es pas capable de le faire toi-même. Puis là, ces gens-là deviennent des plaies dans le cul sur Internet. Puis, on devrait plaindre ces gens-là. C'est eux les perdants la plupart du temps. Non, vivez votre meilleure vie, portez des jupes, soyez toutes les formes de LGBTQIA2+, portez le linge que vous voulez, soyez non-binaire, ayez les cheveux que vous voulez. Restez en robe de chambre. Ceux d'entre vous qui ont encore la chance d'en avoir. Puis, voilà, c'est ça ma fille. Tu fais de la calvitie, je pensais que tu te rasais. Je me rase depuis que j'ai. Hey, ça me semble que je t'ai déjà vu avec les cheveux verts à sous-écoute. Ça... Moi, je me rase la tête depuis que j'ai 21 ans. Okay. Parce que ça a commencé par vouloir. En fait, j'étais goth au cégep, puis fin de mon secondaire, là, puis là, les emo sont arrivés à ce bout-là des années 2000, puis là, les gens étaient comme... Là, les gens se mettaient à mélanger deux affaires, puis comme, t'es emo, toi? Non, je suis l'autre affaire qui était là avant, là, je suis en train de... Fait que je me suis rasé la tête à 19 ans pour faire ce point ridicule que je n'étais pas emo. La vérité, c'est que je suis un petit peu emo, mais bon, je vais le dire. Mais en tout cas, fallait que... Manifestement, c'était vraiment important de faire ce point-là à l'époque. Là, puis je me rase la tête depuis que j'ai 19 ans. Puis à un moment donné, fin vingtaine, j'ai fait comme « Hey! Voyons voir de quoi ça a l'air. Là. Voyons voir si j'essayais, là, c'est peut-être ma dernière occasion de me faire repousser des cheveux comme du monde, là, puis voir de quoi ça a l'air. » Fait que fin vingtaine, c'est drôle, j'avais une blonde qui était plus punk aussi. Là, fait que je me suis fait repousser des cheveux pour me les teindre. Et par le fait même, réaliser que je faisais de la calvitie. Et voilà, j'ai eu des cheveux pendant un an. Ça n'a pas duré longtemps. OK. Fait que c'est pas un faux souvenir que je t'ai vu avec les cheveux de couleur. C'est déjà circa 2015. Ça. J'étais déjà début trentaine, puis j'ai fait comme génial, je suis bien heureux d'avoir l'air de cette affaire-là, mais je fais de la calvitie, puis ça paraît, puis... T'es mieux de juste tout raser. Et au-delà de ça, là, ma face, c'est ça. C'est ça, mon visage. Mon visage est à son plus iconique et reconnaissable de cette manière-là. Ça fait 10 ans que j'ai l'air de cette affaire-là. Et là, je regarde, la démarcation là, est bien moins évidente là, sur le top que sur les côtés. Je vais avoir l'air de ça jusqu'à ma fucking mort. Ben, c'est correct. Oh, oui, bien sûr que c'est correct. C'est rien de mieux qu'être un chauve, man. Les chauves, c'est les meilleurs. Là. Mais c'est ça te prend moins de temps à te peigner le matin. C'est pas vrai, ça me prend. Faut que je me rase. Faut que je me rase le matin. À tous les matins? Pour mettre... Non, je le fais une fois 2-3 jours, genre. Mais quand même, t'es un peu obsédé. C'est dole, se raser le crâne. T'as jamais le bon angle de miroir. T'es toujours en train de faire ça, genre, de façon tactile. Des fois que je demande à ma blonde de me le faire, ça donne lieu à des petits moments où je me fais groomer comme un animal de compagnie. Là, puis en tout cas, c'est de la chouette intimité. Là, je suis bien content. Rien de mieux qu'être chauve. Tu vois, moi, pour me raser, puis comme que ce soit le plus droit possible, souvent, dans la salle de bain, je vais me mettre une caméra en arrière sur un trépied, puis je vais virer l'écran de bord. Comme ça, dans le miroir, je peux voir en arrière de ma tête. Si je suis pas sûr, je peux record puis regarder. C'est un jeu de miroir avec ta caméra, ça, c'est bright. Ben, ça prend ça, crime. Sinon, tu y vas, là, t'es toujours en train de te rater là, des manques un spot dans le derrière de la tête. Là.
tu te rends compte après ça, là, quand tu es dans une soirée, là, que tu as comme une espèce de patch de poil derrière l'oreille, là, un espèce d'imbécile, là, ça arrive constamment. Là. Ouais, t'as l'air d'un petit vieux que ça pousse plus, mais qu'il y a un spot. T'as l'air d'un rat d'égout quand t'as des patchs de poils mal rasés. Là. Pas toi personnellement, je parle en général. Non, je parle en général, oui, je comprends. Non, toi, t'es magnifique, là. Mon Dieu, je dirais pas ça dans un contexte social, mon Dieu. Ben, merci. Sinon, je pense qu'on peut se dire entre hommes qu'on est magnifique. Là. Je pense qu'on est rendu. C'est vrai. Là, tu parais bien aussi. Tu n'as pas l'air d'une verrue. Peut-être à part quand tu as des petits spots qui dépassent en arrière. Là. Mais là, c'est moi là, qui ai ouvert la porte là, du rat d'égout avec cette affaire-là. Là. Je le regrette instantanément. Là. Ayez l'air de ce que vous voulez, les amis. Il n'y a pas de mauvaise façon de faire. Si vous êtes laid, c'est pas grave. C'est quoi? C'est pas grave. C'est pas grave d'être laid. C'est pas important d'être beau. Non, mais c'est plus le fun. Ah oui, absolument. Non, mais la beauté puis la laideur, là, c'est des affaires qui sont complètement subjectives. Là, c'est vrai. Là. Les amis, là, trouvez-vous beau vous autres même, puis le reste, on s'en torche. Là, ça fait du sens avec le point que je te disais un petit peu plus tôt aussi. Là, vivez vos vies, mais ayez l'air de ce que vous voulez. Là, soyez ce que vous êtes. Ben oui. J'adopte pas mal cette pensée-là depuis toujours. Puis j'essaie de vivre ma vie le plus comme que je la veux aussi. Là, puis à cette heure, ça rend-tu heureux? Ça sens-tu genre une certaine libération au moins? Là, Mais à cette heure, je suis rendu bien heureux. J'aime ma job. Je fais mon podcast. Je fais des shows des fois. Là, je suis en train de faire mon jeu de société. Genre, je vais peut-être organiser une soirée d'humour bientôt. Hier, je suis allé rencontrer un propriétaire de salle puis tout. Là, fait que ça, je vis ma vie comme que je veux, puis j'ai une job où je suis assez lousse dans mes horaires. Fait que tu as le temps de mettre de l'amour dans chacune des affaires. Puis je pense que c'est ça l'important là, pour être heureux et pas se gonner dans la tête, là, c'est avoir le temps de chacune des affaires que tu mets dans ta journée, avoir le temps de mettre un petit peu de love dessus, de mettre un chou, là, de mettre une petite boucle par-dessus, là, faire du petit papier sablé, c'est tes affaires préférées. Là. Mais c'est ça, toi, c'est drôle parce que tu as l'air d'un gars assez heureux, mais pourtant, j'ai l'impression que tu es un gars assez sombre, qui a une fixation sur le mal en dedans de l'être humain. Ben, oui, parce que moi, moi, depuis que je suis très jeune, j'aime les méchants de dessins animés. C'est mon affaire favorite. Ils sont tout le temps plus cool que les gentils, là. Ben, ils sont souvent mieux habillés, en fait. C'est ça que j'ai réalisé. Le Joker, il est pas mal plus flashy que Batman. Ils ont souvent le meilleur linge. Sont souvent plus théâtraux. Ils ont souvent des jokes. Oui, ou j'allais dire des logistiques ou des schèmes de pensée divergents qui sont, en tout cas, pas complètement inintéressant, là, malgré le fait que ce soit de la démence la plupart du temps. Là, j'ai toujours aimé ces gars-là, puis je pense que ça s'est traduit dans ma vie, chez moi, par une fascination pour les méchants. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'inévitablement, là, l'affaire avec les méchants, là, c'est qu'ils ont tous été blessés à un moment ou à un autre. Je pense qu'il y a toujours quelque chose là, que ça. Puis rajoute à ça, genre les méchants dans la vie de tous les jours, là, les véritables méchants historiques là, qui existent. Là. Il y a tout le temps un trauma, il y a tout le temps une blessure narcissique, il y a tout le temps un événement qui fait de toi le Joker, là, d'une façon ou d'une autre. Même le Joker, à un moment donné, c'était un dude là, qui allait au travail, là, puis là, il s'est passé, en tout cas, dépendant peut-être un paquet d'affaires. Ouais. Impossible de savoir ce qui est vraiment arrivé, là, mais manifestement, il est arrivé quelque chose. Et c'est ça qui... En tout cas, c'est ça que je trouve intéressant, parce que moi, je veux dire, c'est niaiseux ce que je veux dire là, mais moi, j'aurais pu être un méchant dans la vie. J'ai eu une couple de blessures dans la vie. Il y a une couple de personnes qui m'ont marché dessus dans la vie. Puis mon Dieu, rien de mieux qu'être un nice guy là, dans la vie. Là. Je ne misez pas sur la méchanceté, les amis. Là, ça n'en vaut absolument pas la peine. Là. Je pense qu'il n'y a personne
de juste gentil ou de juste méchant. Je pense qu'en chaque personne, il y a deux personnes. Puis, tu vois, j'ai lu récemment Dr. Jekyll et Mr. Hyde, puis je trouve tellement que Oui. ça représente la psychologie de l'être humain intensément. Là, c'est vrai quand, tu sais, je suis pas juste gentil avec tout le monde, puis je suis pas On juste a tout un méchant avec tout loup-garou. le monde. Là, ouais, là. Il y a, On a tout un un Mr. loup-garou à Hyde, là. l'intérieur de tout le monde. C'est le bon vieux, je pense que c'est genre le vieux proverbe autochtone, là, super cliché, là, qui dit il y a deux loups dans le cœur de chaque homme. Là, puis celui qui va gagner, c'est celui que tu nourris. Mais voilà, c'est cette affaire-là. Fait que tu as failli nourrir plus ton loup-garou. Il y a une période dans ma vie où j'étais très, très en colère. Il y a une période dans ma vingtaine, surtout, Es-tu à l'aise d'en parler pourquoi ou c'est trop personnel? C'est un cas de mon Dieu. Tu sais, moi, je fais le métier que je fais parce que j'ai été bullié au secondaire. J'ai eu une adolescence très anxiogène, pas vraiment d'amis, beaucoup de grosses méchancetés, là, beaucoup de violence physique et psychologique. Puis tu sais, j'ai commencé à devenir humoriste parce que j'ai commencé à devenir humoriste par vengeance. J'ai commencé à devenir humoriste parce que ça me tentait d'être quelque chose puis de le remettre dans la face de tous les gens qui n'ont pas été fins avec moi. Ce qui est, en tout cas, ce qui est d'ailleurs un moteur là, pour beaucoup d'artistes, là, mais c'est pas le meilleur moteur. Pas sain, c'est ça. C'est souvent le moteur qui fait qu'on commence, mais je vous suggère de réaliser que ce n'est pas le meilleur moteur. Puis, je m'en suis pas rendu compte, mais je veux dire, ça a été mon moteur pendant jusqu'à 26-27 ans. Une affaire de même, là, c'était ça le driving force dans ma vie, là, me venger des gens qui ont été méchants avec moi. Mais c'est comme ça que tu deviens méchant. Là. C'est comme Ben ça que tu oui. deviens, c'est comme ça que tu deviens un incel. C'est comme ça que tu deviens Ben, le Punisher, c'est un gentil, puis il se venge de ceux qui ont tué sa famille. Ouais. Mais C'est un gentil méchant un peu. On pourrait argumenter que le Punisher, il est très peu orthodoxe dans sa façon d'être. Il y a plusieurs interprétations. Je pense qu'on ne devrait jamais voir le Punisher comme un exemple ou comme un modèle ou même comme un gentil. C'est un anti-héros. Sa quête est très, très, très intéressante, mais c'est quelqu'un qui a pris un choix controversé dans la vie. Il faut pas. C'est drôle, je vois souvent genre des gens, là, hey, c'est fou, là, j'avoir mon Dieu, des photos de profil là, sur Internet. Là. Tout le monde est le Joker. Tout le monde est, Shelby excuse-moi, les casquettes de lame de rasoir. Casquette de lame Thomas de rasoir. Shelby dans Peaky Blinders, excuse-moi. Okay. Tout le monde est, je sais pas, voilà, le Joker, le Punisher, whatever, là, dans leur rêve, là, dans leur fantaisie sublimée. Là, je suis comme, vous n'avez pas vraiment compris la leçon qu'on est censé apprendre de ces gars-là. Ben non. Ils sont pas heureux, man. C'est Walter White de Breaking Bad. Non, je veux dire, il n'est pas heureux, mais en tout cas, lui, il va mourir, fait qu'il vit sa meilleure vie. En tout cas, c'est normal de ne pas être heureux quand tu vas mourir. c'est un exemple, là, ouais. Mais ouais, voilà. je comprends. C'est vrai, on dirait que les gens s'identifient aux méchants plus qu'ils devraient. Là. Oh, on va manquer de temps. Il reste 10 minutes. Écoute, on va closer cette affaire-là, là, mais voilà. Ça fait que moi, quand j'étais dans cette phase-là, dans ma vingtaine, ça venait influencer mon art, ça venait influencer mon style d'humour. Je voulais ni plus ni moins qu'être un méchant de bande dessinée. C'était ça mon objectif dans la vie, c'était ça que je thrivais à être. Et comme beaucoup d'ailleurs, je veux dire, de ces gens-là, là, avec des photos de profil de Joker là, que je te cite, là, c'était cette énergie-là. C'était cette affaire-là qui m'animait pendant une bonne partie de ma vingtaine. Puis, hey, le reste de l'histoire, man, c'est qu'à 27 ans, j'ai commencé à fumer du pot. Puis j'ai fait que, hey, man,
Mais non, voyons. Ça sert d'être méchant. Pourquoi? Mais non, faut être gentil dans la vie, faut faire de l'introspection, faut travailler sur soi-même, faut être en constant travail sur soi-même, être nice avec les gens, puis les gens vont être nice avec toi. Mais il y en a qui sont juste trous de cul, mais eux autres qui mangent de la marde, ils sont pas heureux. Oui, mais eux autres, ils sont trous de cul parce qu'ils sont blessés aussi, c'est ça. Fait que je te dirais que ça m'a comme donné une espèce d'empathie pour les gens qui se sont lancés dans ce chemin-là dans la vie. Et j'ai encore une fascination pour le pire de l'humanité parce que je sais un petit peu d'où ça vient. Et ça, je trouve ça fascinant. Puis je me demande, est-ce qu'il n'y a pas un petit peu, genre, tu sais, comme tu l'expliquais, il y a un petit peu, il y a un peu de ça en nous tous. Hein. Il y a un petit peu de ce loup-là en tout le monde. Et je pense que c'est ça l'expérience humaine. Puis ça, le fait que, man, j'étais goth quand j'étais au cégep puis au secondaire. Fait que oui, j'aime ça. Edgar Allan Poe, puis des toiles d'araignée, puis des chauves-souris, puis des estis de vampires. Puis donnez-moi des fictions de vampires, donnez-moi de la fiction de Lovecraft avec des tentacules. Oui, je trouve ça ben oui. fucking nice. Mais c'est fucking nice, là. Ben oui, c'est fucking nice. C'est très intéressant sans qu'on glorifie les comportements qui nous sont illustrés dans ces œuvres ou dans ces faits historiques-là comme étant des choses que les gens devraient faire. Faut regarder ça comme quand on va au musée, comme quand on va au zoo. On peut admirer. Là, c'est intéressant. Mais il ne faut pas vouloir devenir le Joker. Il y a du monde qui sont. Il y a du monde qui. Je vois des affaires passer là, sur Internet, des fois, là, genre vous devriez. Soyez comme Joker et Harley Quinn. Trouvez une personne qui est aussi fou que vous. Non, c'est une relation abusive. Ouais. C'est la pire affaire. Ne soyez jamais comme ces gens-là, les amis. Non. Mais non. La BD. Je comprends le goût de vouloir être le méchant. Tu vois, je suis pas mieux placé. Tu sais, je suis en train de créer un jeu de société. C'est un jeu de société de tueurs en série. Puis, tu sais, je parlais de ça avec une fille à ma job. Puis là, elle était comme, c'est-tu un jeu ou comme Clou pour deviner c'est qui le tueur? Je suis comme, non, on est tous des tueurs. Puis c'est celui qui tue le plus de victimes qui gagne. Il y a un effet de catharsis derrière ça. Il y a un effet de, tu sais, c'est je vais donner un exemple. Moi, c'est une des raisons pour lesquelles dans la vie, j'aime faire des drogues hallucinogènes. J'aime faire des psychédéliques. Je suis un grand fan du tour de maison hantée dans la vie. Ça fait peur. Il y a des bouts où ça fait peur. Mais ça fait un petit peu partie de l'expérience que de se faire peur avec des scénarios fictifs. Et de la même raison que ton jeu, le plaisir vient de là. Le plaisir vient de la catharsis, j'imagine, d'incarner quelque chose que tu seras jamais dans la vie. Ben ouais. C'est se faire peur avec cette possibilité humaine-là qu'être un tueur en série. Qu'est-ce que je serais si j'étais un tueur en série? Je pense quand même, mon humble avis, c'est ça le fun de l'état d'esprit de cette affaire-là. Puis oui, je suis d'accord. Je suis bien d'accord de cette affaire-là, ma parole. Fait que là, il reste comme 5 minutes. 5 minutes, j'ai tout le temps d'aller fumer une clope puis on recommence cette conversation-là? Ben, pas de trouble. Tu peux me texter et me dire quand tu as fini puis tu es prêt à recommencer. Là. J'en ai pour 2 minutes. Check bien ça. Yes, sir. À tout à l'heure. Fait que là, je parlais de mon jeu. Je pense on parlait du Joker, on parlait des méchants. Mais on parlait de ne pas être le Joker dans la vie. Souvenez-vous que le Joker, la joke, c'est qu'il n'est pas vraiment heureux. La joke, c'est que sa façon d'être heureux dans la vie, c'est d'avoir fait abstraction de l'empathie. Et d'avoir zéro empathie pour quoi que ce soit dans la vie. Mais ça, c'est des comportements de gens brisés, les amis. Ne soyez pas le Joker, pour l'amour du ciel. C'est pas ça le secret pour être bien, ma parole. C'est mieux de l'incarner, la méchanceté dans un jeu pour tout sortir le méchant puis pas faire mal à du vrai monde. Jouez à des jeux de rôle, les amis. Pour vrai, là, il y a rien de mieux dans la vie. Incarnez des personnages, jouez des possibilités, enfuyez-vous dans votre imaginaire. Foutez le camp de la réalité. Là. Allez dans des territoires inexplorés de l'esprit humain. De l'imagination. Ouais. Inventer. C'est ça la façon d'être. En tout cas,
À Mais mon je humble pense avis. Hein. c'est comme ça, je pense que j'extériorise probablement mon méchant côté. Là. C'est à travers l'art, à travers mon jeu ou les écrits. Tu sais, je suis en train d'écrire un roman d'horreur fantastique aussi. Là. Je suis rendu à une cinquantaine de pages. Oh, excuse-moi, désolé. Désolé, pardon. Un problème de. Oui, non, tu es en train d'écrire un roman, ma parole. Qu'est-ce Oui, que. c'est quand même dark. Là. C'est genre, ça se passe simultanément dans notre univers, puis dans une aile de l'enfer où est-ce que les ombres des gens qui se suicident se retrouvent pour souffrir. Puis là, Ah, c'est intéressant de mener à des conversations intéressantes, tout ça. ben, c'est quand même, ça a l'air lourd, mais tu sais, c'est ça. Ça fait un bout que je le travaille, puis tu sais, il commence à y avoir bien du développement dans mon univers, puis dans mes personnages, puis ça s'en va vraiment quelque part. Là. J'ai vraiment du fun, mais là, c'est ça, j'ai mis ça un petit peu sur pause. Puis là, je lis beaucoup de vieux grimoires occultes pour essayer de trouver l'inspiration. Puis après ça, je vais comme remettre du crémage sur mon gâteau. Ah, mais tu vois, je comprends ce que tu me dis. Je veux écrire un roman solo, moi aussi, à un moment OK? donné. Puis là, je suis dans une phase de m'inspirer là, puis d'absorber des affaires comme une éponge. Là, fait que je me trouve comme des espèces d'écoles littéraires. Là, une excellente d'ailleurs, je suis en train de je suis en train de lire les Harry Potter pour la OK. première fois OK. dans ma vie. Puis en Ça tout doit cas, être bon, j'imagine. on dira ce qu'on voudra à propos de l'autrice, là, le livre en tant que tel, l'œuvre. Chouette école d'écriture, d'écriture narrative. Là. Il y a des comment dire, il y a des schèmes de l'univers narratif qui sont super intéressants à observer en tant qu'adulte en lisant cette affaire. Moi, c'est le fun, c'est ma première lecture de cette affaire-là, puis j'ai 36 ans. Là, fait que je veux pas, je vois ça d'une façon différente que C'est quelqu'un sûr. qui a lu ça quand il était à l'école, mettons. Et là, moi, c'est la structure qui devient évidente. Puis il y a des affaires très intéressantes dans Harry Potter, autant genre dans la manière de, je sais pas, faire passer de l'humour et autres émotions et par le dialogue et par l'action simultanément. Comment dire, souligner ton dialogue avec de l'action et OK. souligner ton action avec du dialogue. Et aussi, moi, une affaire qui m'impressionne énormément dans Harry Potter, que je trouve qui est le putain de génie de cette affaire-là, là, c'est que chaque livre commence par un chapitre qui, d'une façon ou d'une autre, est un récapitulatif de l'univers, de tout ce que tu devrais connaître de l'univers d'Harry Potter, et B, de tout ce qui s'est passé dans les livres préalablement au livre que tu es en train de lire, de façon à ce que Harry Potter, de 1 à 6, Ça se suit parfaitement. j'allais dire, en fait, chacun d'entre eux peut être le premier roman de la série que tu commences à OK. lire. Tu serais capable de suivre la patente, même genre l'avant-dernier. Là, ce qui paraît, le septième, là, c'est autre chose. Le septième, à ce qui paraît, c'est. Si vous n'avez pas lu les romans jusqu'à maintenant, je tough shit, les amis, là, mais jusqu'au Prince de Sang-Mêlé, là, il y a un chapitre explicatif à toutes les fois qui te met en scène toute la patente. Tu pourrais commencer par le 6. Puis tu comprendrais quand même le livre. Tu comprendrais quand même le livre. C'est Ah, mais bien, ça, bien, c'est bien, le bien, bien fun. intéressant. C'est des belles écoles. Fait que c'est Faut bien que je écrit. lise ça. Faut que je lise toutes les Sherlock Holmes, Oh mon toutes Dieu. les Hercule Poirot, une coupe de H.P. Lovecraft, puis que je me retape. Oh, tu me fais chier. Arrête ça. Hey. Désolé. Je vais aller chercher mon. C'est chill. Je vais aller chercher mon push, comme ça, Il va t'écouter. moins être déplaisant. Désolé. Fait que là, au Harry Potter, t'es rendu au combientième? Au 6. Au Je 6. suis au Prince de Sang-Mêlé, qui est très intéressant parce que moi, c'est celui que j'ai le moins aimé dans les films. Et mon défi dans ma lecture de Harry Potter présentement, c'est de faire abstraction le plus possible des films. OK. Je veux pas, dans le sens que moi, je suis bien visuel quand je lis un livre, puis je fais beaucoup de cinématographie imaginaire dans ma tête quand je lis un livre. Puis je veux pas que mon Harry Potter, ce soit Daniel Radcliffe. Je veux pas que Ron, ce soit OK. Rupert Grint. Je veux pas qu'Hermione, ce soit Emma Watson. Je veux Te recréer l'univers dans ta tête. je veux réimaginer toute cette affaire-là de la façon dont l'auteur voudrait que je le vois si c'était la première fois que je lis la patente. Puis ça, c'est, en tout cas, ça donne lieu à des
il y a des chapitres que je lis, là, des fois, dans ma tête, là, le procédé d'animation change. Ah ouais, parce que quand j'imagine Harry Potter, il y a toujours un procédé d'animation différent à chaque chapitre. Fait que des fois, c'est Harry Potter en stop motion à la Tim Burton. Des fois, c'est Harry Potter en animé japonais. Des fois, c'est Harry Potter en, je sais pas, en marionnette ou en une espèce de live action, mais avec des acteurs qui ont des faces composites. Là. Fait que c'est bien intéressant pour ça. Colin, man. Attends, excuse-moi. La nourriture pour chat que j'ai commandée vient d'arriver. Juste un instant. Les chats encore. Allô? Oui, vous pouvez juste me laisser ça à l'entrée, merci. Mais ça, c'est drôle. Parfait, voilà, c'est réglé. Rappelle-moi quand on fait la prochaine pause d'aller chercher ma nourriture pour chat en bas. Bon, mais voilà. Pas de trouble. Fait que non, c'est ça, c'est bien fascinant, ma parole. C'est bien. C'est trippant pour l'imaginaire, c'est bien ressourçant. Puis là, tu dis que tu veux relire ou lire d'autres Lovecraft. J'ai jamais lu Lovecraft. T'en as jamais lu? Ça Je paraît vraiment pas dans l'histoire que tu as écrit. Pour vrai, je trouvais tellement que... Mais ça me faisait penser un peu à The Thing de John Carpenter, mais déjà, The Thing, c'est super inspiré de Lovecraft, là. L'affaire, c'est que j'ai consommé juste suffisamment de Lovecraft et de récapitulatifs de l'œuvre de Lovecraft pour comprendre la patente. Okay. I get it. C'est quoi l'univers de Lovecraft? Là? On me l'a synthétisé de toutes sortes de façons différentes. J'ai joué à des jeux, j'ai vu des représentations visuelles de cette affaire-là. Je suis allé sur Wikipédia checker des synopsis de nouvelles. Les films basés sur ces histoires sont pas tant bons, par exemple. Reanimator puis From Beyond sont super bons, mais le reste... Mais c'est pas des films de, comment dire, gros déploiement, là. Il y a peu de bons films sur... il y a peu de bons films sur l'univers de Lovecraft, et ça, c'est très surprenant, ma parole. Il y en a des tellement cheap, qui changent toute l'histoire, puis ça fait... C'est juste le nom Lovecraft pour vendre. Où sont les vrais... Il y a pas beaucoup de... À part dans les jeux... Puis dans la, comment dire, dans la fiction littéraire, mettons, il n'y a pas beaucoup de bonnes adaptations de lui. Et c'est surprenant, ça, qu'il n'y ait pas beaucoup South de bonnes Park. adaptations. Oui, entre autres, ou tu sais, genre, je ne sais pas si tu te souviens, le jeu de GameCube, Eternal Darkness aussi, c'est un bon exemple, ça, d'un univers d'horreur cosmique à la Lovecraft. Donc, moi, attends. Ma fiction de H.P. Lovecraft préférée, et je ne l'ai pas lu jusqu'à maintenant, mais je sais que c'est ma préférée parce que, en tout cas, je sais où est-ce que ça s'en va. J'ai lu des synopsis, là, je l'ai vu adapté d'une couple de façons. Là. C'est Les Montagnes hallucinées. Okay. Les fameuses Mountains of Madness à propos de deux explorateurs qui s'en vont en Antarctique puis qui tombent sur des espèces de cités perdues qui appartenaient à des extraterrestres autrefois, là, puis c'était tout dans l'espèce de travail de archéologie, horreur cosmique, Indiana Jones rencontre les ténèbres de l'univers et d'entités cosmiques malveillantes. Fait que non, c'est ça, je descendrais de là, moi, si j'étais toi. C'est ça, voilà. Non, mais en fait, ce qui me fait le plus peur dans cette nouvelle-là, les montagnes hallucinées, là où je trouve que l'horreur est le mieux faite, c'est un détail, là, mais les pingouins. Je n'ai pas lu encore, celui-là. Mais à un moment donné, j'ai ça, là, puis j'en ai en tabarnak là-dedans. Si tu veux un bon recueil, je te suggère celui-là. Là. J'en ai, là, je m'en suis pogné là, une couple, les m'attendent sur ma table de chevet. Là, il y a un enfant avec là, il est là-dedans. Fait qu'à un moment donné, je vais le lire. Mountains of Madness, à un moment donné, là, quand ils visitent, le complexe des cités perdues de ces extraterrestres de l'Antarctique-là, à un moment donné, ils tombent sur un tunnel dans lequel il n'y a que de gigantesques pingouins de 6 pieds de haut, aveugles et albinos. Okay. Que ces créatures-là élevaient un petit peu comme du bétail. Et ça, selon moi, c'est le détail que je trouve le plus foudroyant d'horreur dans toute cette histoire-là.
Erk! C'est quoi les estimes monstres que vous avez créés pour subsister, vous, dans votre espèce de civilisation de monstres? Et c'est drôle parce que c'est un petit peu comme une espèce de caricature de ce que nous, on fait avec les animaux d'élevage, qu'on a créé une espèce de gros poulets transgéniques là, aujourd'hui, là, qui sont... Hey, les poulets aujourd'hui, les poulets d'élevage sont 300% plus gros que les poulets d'il y a 50 ans. C'est fucked up, là. 300 de combien? 300%. Les poulets sont 3 fois plus gros qu'ils l'étaient dans les années 50. C'est un petit peu ça le point, en fait, des gros pingouins albinos dans les montagnes hallucinées. Ouais, OK. Eux autres, ils ont fait, d'une façon complètement extraterrestre, ils ont fait quelque chose de profondément humain. Ouais, Et ça, c'est sinistre. C'est dark. Ouais. Ça, c'est le bout où je suis comme... Mais voilà. Lovecraft, à un moment donné, tu finis par comprendre que c'est quoi sa patente? C'est what the fuck. Oui, mais what the fuck, mais c'est au-delà de ça, je te dirais que c'est... psychologique aussi. Tout est toujours trop incompréhensible pour être décrit. Mm-hmm. Et c'est ça la force de cette patente-là, c'est le bon vieux montre jamais le monstre du film d'horreur dans ton film d'horreur, parce que ce que l'humain va imaginer va toujours être bien pire que tout ce que tu vas pouvoir leur montrer, la plupart du temps. Suggère l'horreur, suggère la créature. Et c'est ça que Lovecraft fait avec son... C'est un peu l'inventeur de cette affaire-là. Il ne fait que suggérer l'incompréhensibilité de ces bébites, et ça te fait spinner. De la même manière que Alien 1, excellent exemple de ce procédé-là. On ne voit pas vraiment le Alien, on le voit déconstruit. On le voit à la fin. Mais c'est souvent ça, les meilleurs films, tu vas voir le monstre ou le tueur juste à la fin un peu, mais tout le long, comme dans le premier Halloween, c'est Michael Myers, souvent on est en POV, tu sais. Déconstruit, suggère. Et là, le reste le cerveau humain va Il se fait peur par lui-même. Voilà. C'est vrai. C'est entre autres une des patentes qu'on a un petit peu gardées justement pour les chroniques de l'abîme, c'est qu'on s'est toujours dit que dans nos conversations, moi puis Predge, c'était dans les brainstorms, c'est souvent une question de est-ce qu'on en dit trop? Okay. Est-ce qu'on est trop en train d'expliquer la patente? Parce que nous autres, on s'est briefé, on sait ce qui se passe. Là. On sait qu'est-ce qui cause telle affaire. À quel moment est-ce qu'on est en train de trop suggérer, puis on explique trop, puis c'est quoi, genre, suggérer juste assez pour que le plus aguerri des lecteurs, pour que le plus aguerri de tes détectives littéraires comprennent le chemin que tu es en train de faire sans que tu sois obligé de le prendre par la main, de faire des pas de bébé avec, puis de tuer une partie de l'effet d'horreur. C'est quoi l'horreur? C'est le mystérieux, ouais, l'inconnu. L'inconnu. C'est ce que tu ne peux pas figurer. C'est ça qui nous fait peur là, depuis qu'on est des néandertaux autour d'un feu qui ont peur du noir ou du tonnerre dans le ciel ou du bruit des animaux dans la forêt. Là. Et les choses qu'on ne comprend pas sont au fur et à mesure qu'on évolue en tant que société complètement différente. Fut une époque où l'affaire la plus épeurante, au Moyen Âge, là, l'affaire la plus épeurante qu'il y avait, c'était la forêt. Les étendues sauvages. En Antiquité aussi, là, chez les Grecs, chez les Romains. Pourquoi? Parce que la forêt, l'étendue sauvage, c'est ce qui sépare la civilisation. D'une ville à l'autre, il y a la nature sauvage. Et ça, on ne sait pas. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a. C'est à l'extérieur des murs de la civilisation et de la compréhension humaine. Fait que rien de plus épeurant que la forêt. Il y a une certaine époque, là, après ça, la Renaissance, puis au-delà, c'était quoi qu'il y a l'affaire quand on a commencé à justement raser des forêts là, pour urbaniser de plus en plus. L'autre affaire épeurante, après ça, c'est quoi? C'est l'océan. Qu'est-ce qu'il y a dans le fond de l'océan? Puis après ça, c'est l'espace. Et voilà. C'est pour ça la raison pour laquelle genre, les monstres marins, là, c'est toute la matérialisation de ça. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans l'océan. Il doit y avoir des monstres. C'est pour ça que là, sur les cartes, là, on représente là, dans l'océan Pacifique le petit dessin d'un petit serpent de mer ou d'un petit kraken. Là, des fois, avec la mention There be monsters here ou There be dragons here. Au bout de la carte, souvent des mentions comme ça qui disent, grosso modo, ça veut dire on ne sait pas. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a.
Ça doit être des bebites. Des gros poissons, c'est sûr. Imagé, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a, autant dire que c'est des serpents de mer à ce stade. Puis là, c'est ça. Voilà, prochaine étape, l'espace. Prochaine étape, au-delà de l'espace. Les univers parallèles. Name it, là. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre bout du Event Horizon, de l'autre bout du trou noir, là, etc., etc. Ça, j'avoue que ça, c'est fucké. On se demande tout qu'est-ce qu'il y a d'un trou noir et on le saura jamais. Il y en a qui disent que c'est la clé vers d'autres réalités, la porte vers d'autres réalités et d'autres univers. Mais tu sais quoi? Moi, je pense, là, bien, bien humblement, là, qu'en tant qu'humain, là, il y a un degré maximal où on peut comprendre les choses. Ouais, moi aussi, je pense ça. Ils sont pas faits pour que le cerveau de mortel comprenne. Il y a des forces plus grandes que nature. Il y a des affaires qui sont au-delà de nous. Souvenons-nous qu'on est des êtres de la Terre. Profondément. On est là, notre compréhension, là, c'est quand il y a des... je vais donner un exemple. Il y a des micro-écosystèmes, des fois, qui se créent Par exemple, quand une baleine meurt, ça se crée ce qu'on appelle un whale fall, une chute de baleine. Fait que là, cette baleine-là va mourir et son cadavre va lentement couler vers le fond. Et là, il va devenir, pendant plusieurs années par la suite, le centre de vie d'un écosystème qui va être... pas mal uniquement orienté autour de le cadavre de baleine, s'en nourrir, coexister là-dedans, se cacher. Puis là, il y a un bout, là, à un moment donné, là, les créatures, les charognards superficiels ont comme mangé ce qu'ils avaient à manger. Puis là, il reste juste une longue décomposition bactérienne des os et de la matière organique dans les os du cadavre de baleine. Et ça, ce sont des univers en soi. Okay. Ce sont des univers fermés qui ne peuvent qu'exister que quand cette affaire-là arrive. Et j'ai l'impression que la planète Terre, on est un peu ça dans l'univers. On est un peu une espèce de cadavre de baleine sur lequel s'est aggloméré toutes sortes de formes de vie qui vivent en écosystème fermé de cette affaire-là, isolé d'un tout qui, premièrement, est beaucoup trop grand pour nous, je veux dire, pour se déplacer physiquement, mais aussi peut-être beaucoup trop grand pour nous pour le comprendre dans son entièreté, et c'est correct. C'est bien correct de pas qu'on est des êtres de la Terre. En tout cas, moi, je ne vais pas dans l'espace. Mais non. Moi, j'ai pas besoin de savoir ce qui se passe. Je peux disparaître avec le cadavre de baleine quand il n'y aura plus de matière organique à gruger de la moelle de l'os. Wow! Ça me dérange pas. Tu sais, aucune... Je ne sais pas si les espèces vivantes, on est faites pour exister pour toujours. Je ne crois pas. Je crois que même si on trouve un moyen là, d'aller explorer les mystères de l'espace, puis en tout cas, on est déjà en train de le faire un peu. Là. Quoi? On est déjà en train d'explorer l'espace. Là. Tant mieux si on arrive à le faire, mon Dieu, dans les... Ah, ouais, tu vas vomir là, toi. Hein? Tu as décidé d'être déplaisant là, de A à Z. Et voilà, grosse boule de poil, salaud. OK, d'accord. Je nous souhaite d'explorer l'espace à notre fin, mais à notre fin, j'aurais failli y aimer, là. Mais la vérité, c'est que ça n'a pas on va juste voir 1% peut-être de qu'est-ce qu'il y a à voir. On n'est pas le centre de l'univers. Non, l'univers n'a pas de centre. L'univers, c'est plein d'écosystèmes, de micro-écosystèmes, de macro-écosystèmes comme ça qui gravitent dans un tout. Hey, à un moment donné, là, c'est fou. En ce moment, là, on est à l'époque, là, on est à l'époque. À l'échelle de l'univers, à ce qui paraît, on est dans un moment là, où il y a spécialement de galaxies. Dans le sens qu'il n'y aura jamais autant de galaxies qu'en ce moment. Les galaxies vont s'éteindre à un moment donné. Okay. Les soleils vont s'éteindre et éventuellement, à l'échelle des choses, on va revenir à un bout où tout va n'être que noirceur et matière compressée, un peu comme juste avant le Big Bang. Et là, cette matière-là va se réagglomérer, puis il va y avoir une autre, et tout va recommencer. Il n'y a pas de bout, il n'y a pas de fin.
tout est cyclique. La mort de quelque chose est toujours la naissance de quelque chose d'autre. On est C'est fait vrai. pour mourir puis donner naissance à une autre affaire. Fait que, dans le fond, on peut résumer ça en disant que la mort crée la vie. Ben oui, bien sûr. Bien sûr, puis juste dans, OK, c'est quoi, revenons-en à l'horreur, d'ailleurs. Revenons-en, tu sais quoi, un de mes monstres préférés dans le domaine de l'horreur, qui est le vampire. Le Je suis bon pas surpris. vieux vampire. Oh, je les adore. Il y a une partie de mon look qui est calquée sur Nosferatu. Je l'aime, ce style vampire-là. Ouais, surtout ta coupe de cheveux. J'ai des oreilles chauve-souresques aussi, un petit peu, on m'a déjà dit, là, mais en tout cas, les vampires, créatures vraiment, vraiment, vraiment fabuleuses, parce que c'est quoi leur deal à eux autres? C'est qu'ils ne peuvent pas mourir. Ils sont Mais on peut au-delà de tuer la un mort. vampire avec un pieu dans le cœur ou On peut le le détruire, mais soleil, on ne ouais. peut pas le tuer. Il est déjà mort. Le Ouais. vampire est Il n'y a pas d'âme. undead. Il est au-delà de la mort. Il s'est sorti du cycle de la vie et de la mort qu'on est en train d'expliquer, là, justement, comme tout devrait arrêter d'exister puis donner naissance à une autre affaire. Et qu'est-ce que ça fait, ça, chez le vampire? Ça fait que, premièrement, ils ne peuvent jamais créer. Ils sont toujours stallés psychologiquement exactement à l'instant où ils sont morts. Ils ne peuvent plus se développer au-delà de ce qu'ils étaient au moment où ils sont morts. Fait que là, tout ce qu'ils peuvent faire, là, c'est regarder les siècles passés là, et réaliser de plus en plus qu'ils sont des jokes anachroniques dans un univers qui a plus de place pour eux autres parce que c'est des créatures d'une autre époque qui ont survécu au-delà du cycle à une époque où ils ont plus rapport. C'est comme Lestat, là, à la fin de l'entrevue avec un vampire là, qui découvre comment clutcher une voiture manuelle là, avec ses estis de manches à froufrou du 18e siècle. Bon, Là, ouais. mais non, Lestat, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas apprendre à utiliser un sel? Là, tu vas jamais? Non, t'es stallé là-dedans. Et c'est ça, d'ailleurs, qui crée le fameux pathos de vampire. Les vampires sont tous profondément malheureux Ben de oui. ça, d'être stallés. C'est le point, d'ailleurs, un de mes méchants préférés, l'un de mes monstres favoris, il est tout droit sorti un de mes vampires préférés, d'ailleurs, il est tout droit sorti de Entrevue avec un vampire, c'est le personnage de Claudia, la OK. petite fille vampire qui est stallée au stade où elle était une petite fille. Et là, elle devient peu à peu, genre, avec les âges, une créature beaucoup plus complexe et horrifiante. Elle devient une mentalité de créature immortelle, prisonnier à jamais dans un corps d'enfant. Prisonnier, coupé de la sexualité, Ouais. coupé des choses complexes que les adultes vivent. Fait qu'elle ne peut même pas emporter ça dans sa mort à elle. Elle n'a que l'univers D'un limité enfant. d'un enfant. Et ça, c'est tout son drame, c'est tout son pathos. C'est pour ça qu'elle est malheureuse et qu'elle devient un monstre. Encore plus odieux, selon moi, que tous les autres vampires. On l'a sorti du cycle à un moment où elle n'était pas à son plein stade de développement. Fait qu'elle n'est même pas stallée dans une vie d'adulte, elle est stallée dans une vie d'enfant. Et ça, c'est mes méchants préférés, ça, dans la vie. Les vieilles créatures prisonnières dans un corps d'enfant avec un gigantesque complexe d'infériorité là, sont toujours en train là, de se justifier d'être quelque chose de plus grand, prisonnier dans une enveloppe physiquement zéro impressionnante. Et ça, je les aime bien, ces monstres-là. Entre autres parce qu'ils viennent, ça vient, comment dire, ça vient à l'encontre de la vision classique qu'on a d'un monstre. C'est un monstre Ouais. dans un emballage d'apparence inoffensive, mais qui la plupart du temps, Son pire. voilà, c'est une Mais créature bien pire que ça, toutes les autres. ça revient à la réalité aussi, là. Ceux qui veulent avoir de l'air plus clean que qu'est-ce qu'ils sont, c'est souvent les pires. C'est le point de American Psycho. Ouais, oui, ben oui. Patrick Bateman, là, c'est ça, là, c'est tout. Garder là, les affaires là, bien embouteillées dans une boîte là, sous une espèce de masque de perfection continuellement. Puis
qu'est-ce qu'il y a en dessous du masque? Un Qu'est-ce qu'il y a en monstre. dessous? Et voilà. Et voilà. Dans une enveloppe de perfection, de masque pour l'exfoliation, puis de se faire 12 000 setups en se levant le matin, puis d'avoir des cartes d'affaires que tout le monde se Plus belle jaloux. que son ami qui va tuer parce que. Et voilà. Ouais. Ça, ça fait, en tout cas, à mon humble avis, ça fait des monstres très, très intéressants. Encore une fois, c'est ça. Et l'intérêt du monstre, c'est souvent genre, à quel point la blessure narcissique qui en a fait un monstre est s'est fait importante. nourrir, ouais. Frankenstein, c'est un autre super exemple de ça. Lui, mon Dieu, il naît. Son existence n'est que blessure. Ah oui, c'est tellement narcissique. triste, Frankenstein. Là. je suis non, j'aurais jamais dû exister. Je Ouais. n'aurais jamais dû être créé. Là, Son regarde, créateur qui le fuit, puis tout le monde Oui. a peur de lui, puis il devient un meurtrier, mais sans le vouloir. C'est Qui triste. a osé me créer? Il faut absolument que je tue ce gars-là pour l'empêcher de refaire ça à quelqu'un d'autre à un moment donné. Puis ça, je veux dire, hey, c'est drôle, ça, parce que c'est une réflexion que certaines personnes vont avoir sur Dieu. Ouais. C'est ça le deal le docteur Frankenstein, il se prend pour Dieu. Là. C'est beaucoup, et c'est un peu Dieu pour Frankenstein aussi. C'est son père, c'est l'origine de sa vie à lui. Là. Ouais. C'est un Dieu qui est allé à l'encontre de l'œuvre de Dieu, qui est allé à l'encontre du cycle. Et c'est ça, la plupart du temps, les monstres, là, ce qui fait d'eux d'ailleurs. Monstre qui vient du latin ou du grec, genre monstra, qui est ce qu'on pointe du doigt parce qu'il est différent ou parce qu'il n'a pas sa place dans le cycle régulier des choses. Ça, c'est intéressant, ça. C'est des êtres irréguliers qui ont été créés par des méthodes irrégulières ou un trauma qui les rend, qui les sort de, entre guillemets, la norme humaine. Mais oui, Frankenstein est super. Puis Frankenstein et tous ses dérivés, là, pour moi, mon Pokémon préféré dans la vie, c'est Mewtwo. Okay. Et c'est un Frankenstein. C'est un dérivé de Frankenstein. Ben, c'est pas autre chose qu'un Frankenstein. Mewtwo, il est constitué des meilleurs, des meilleurs attraits génétiques de tous les meilleurs Pokémon pour créer un Pokémon composite. Puis là, genre, dans le premier film de Pokémon, là, il est dans une petite tube là, de formol à ouvrir les yeux. Puis je pense même que sa première réflexion là, dans Pokémon 1, là, c'est trop loin, mais tu m'en parles. Puis c'est vrai que c'est comme un Frankenstein. Moi, c'est mon instant préféré de Pokémon, c'est Pokémon le premier film. Parce que là, tu as Mewtwo là, qui se réveille dans son tube de formol au début, puis il y a littéralement là, la ligne « Qui suis-je? Où suis-je? Quelle est ma place? Qu'est-ce que je suis rendu? » C'est profond. Là, ses premières réalisations, c'est quoi? C'est « Ah! Je suis au-delà du cycle. Vous m'avez créé pour être un objet. » Eh bien, non. Désolé, j'ai décidé d'être ma propre patente là-dedans. Là. Je ne devrais pas exister. Je vais au moins exister selon mes propres paramètres. Puis là, voilà, il s'évade du tube. Il devient, encore une fois, un bon vieux Frankenstein en cavale. C'est ça la leçon là, de ces bébites-là, là, que ce soit ça ou Spliced ou whatever. Là. Ouais. Mais moi, Frankenstein, ça a toujours été mon monstre préféré. Oui, pourquoi? Ben parce que justement, il n'y a aucune chance. Il n'a pas demandé d'être créé, puis aussitôt qu'il vient au monde, c'est un rejet. Le monde a peur de lui. C'est Man created monster, monster kill man. Oui. Puis quand man creates monster amongst man as well. Ben ouais, ça, c'est surtout ça. Il prend des morceaux de toutes sortes de personnes pour en faire un. Puis, tu vois, à cette heure, quand j'écoute Bride of Frankenstein avec Boris Karloff de James Whale, Bride of Frankenstein, à la fin, je pleure tout le temps à cette heure. C'est quétaine à dire, là. Meurs pas. Je pleure. Ouais, parce que, tu sais, ce monstre-là, il n'y a personne qui l'aime, puis là, ils vont créer une fille, tu sais, juste pour lui. Pour l'aimer. La seule personne qui est comme lui, c'est la seule personne qui est littéralement faite pour lui. Oui.
puis elle l'aime pas, elle a peur de lui, puis elle Mais non, fuit. parce que guess what, elle aussi, elle a pas envie d'être un monstre. Ouais, ouais. C'est OK, check bien ça. Check bien ça, je te bridge cette affaire-là. Un de mes dessins animés japonais favoris dans la vie, c'est Hellsing Ultimate. Je vous le suggère d'ailleurs tous. Ce qui s'est passé avec Hellsing, grosso modo, c'est que c'est un manga qu'ils ont sorti là, à un moment donné. Là, puis il s'est passé, quand ils ont sorti la première série animée, il s'est passé ce qui se passe généralement. Le manga n'était pas terminé. Ils ont fait la fin qu'ils pensaient. Puis la première série animée de la fin des années 90 est dégueulasse. N'écoutez pas ça. Par la suite, ils ont fini le manga et ils ont pu faire ce qu'on appelle des OVA, des Original Video Animation, qui sont des espèces de longs épisodes de 45 minutes où là, maintenant, ils pouvaient se fier 100% à la trame narrative du manga puisqu'il est terminé. Fait que Hellsing Ultimate, c'est 10 épisodes de 45 minutes, ce qui est fucking écoutable, et je vous le suggère si vous ne l'avez pas vu, d'une espèce de fiction de chasseurs de vampires modernes qui utilise d'ailleurs un gros vampire crissement puissant pour combattre d'autres vampires. Là-dedans, tu as des loups-garous, des espèces de monstres à la Frankenstein, des vampires artificiels créés par les nazis. Oh, ouais. Là, c'est des vampires nazis qui pleuvent sur Londres. Puis, en tout cas, Ça a l'air style un peu Castlevania. Un petit peu. Il y a un peu des leçons de Castlevania, mais un point qui revient vraiment souvent dans Hellsing, que tous ces monstres, là, tu as plein de monstres. Tu as 12 sortes différentes de monstres qui cohabitent là, en même série, là, puis ça va vite. Et c'est quoi le point qu'on veut faire avec chacun d'entre eux? À un moment donné, tu as une fille qui est l'apprenti vampire là, qui trucide un bataillon de vampires nazis, l'un des derniers bataillons de vampires nazis, et elle remarque qu'ils meurent tous avec le sourire sur les lèvres. Là, juste avant d'en décapiter un, il y en a un qui dit « Ah, you do me a kindness, Fraulein! » Puis Parle comme Arnold Schwarzenegger. un petit peu, là, mais il dit quoi? Il lui dit « You do me a kindness, Fraulein. Vous me faites une faveur, mademoiselle, en me tuant. » Et il meurt avec le sourire sur les lèvres. Et c'est la leçon, la morale de Hellsing Ultimate, c'est qu'intrinsèquement, les monstres ne veulent que mourir. Ils ne veulent qu'arrêter d'exister. Ils se rendent compte, à un moment donné, que leur création, ce qui fait d'eux des monstras, c'est une aberration. C'est au-delà du cycle. Le vœu le plus cher des monstres, surtout les monstres immortels, c'est de mourir. C'est de réappartenir au cycle en fin de compte et d'arrêter d'exister. Génial. C'est du putain de génie, ça. C'est ça, en tout cas, moi, en écoutant ce dessin animé-là, j'ai compris un paquet d'affaires sur beaucoup des créatures d'horreur que j'aime le plus dans la vie. C'est comment que ça s'appelle? Hellsing Ultimate. Hellsing Ultimate. OK. Délicieux dans le temps de l'Halloween, pour vrai, ça se prend pas au sérieux, ça se prend au sérieux des fois, mais c'est gros. C'est des vampires nazis contre Dracula. C'est ça qui se passe. Déjà, ça a l'air amazing. Oui, là, t'as un loup-garou nazi, t'as des espèces de chasseurs de vampires du Vatican avec des baïonnettes enchantées. Là. C'est vraiment cool. Ça en vaut vraiment la peine, à mon humble avis. Je vais checker ça. Là, tu vois, il reste 4 minutes et demie. Fait que on peut prendre une petite pause, tu peux aller ramasser ton colis, je peux aller pisser. Puis, sure thing. Après ça, on peut en faire un autre puis conclure. Ça roule bien. Là, fait que petite pause, on revient. Je reviens dans quelques minutes. OK, merci. Bien, fait qu'on est de retour. Je parlais du fez tout à l'heure, le chapeau fez. Je t'allais vérifier ça sur Wikipédia. C'est le chapeau. C'est le chapeau qui est devenu un symbole de l'Empire ottoman au début du 19e siècle. C'est ça qui se passe. Le chapeau a été nommé comme ça à cause de la ville de Fès au Maroc. C'est pas un chapeau marocain. Il est nommé selon la ville de Fès au Maroc, puis en tout cas, j'imagine que c'est partie de l'Empire ottoman à un moment donné. L'Empire ottoman, c'est quoi ça? L'Empire ottoman, c'est les Turcs. Okay. Grosso modo, là, c'est une espèce de gros empire
turc qui a pas mal envahi un paquet de populations puis fait la guerre à beaucoup de ses voisins pendant une grosse partie de l'histoire. Et l'Empire ottoman, là, ça existe depuis, check bien ça, ça a commencé à la fin du Moyen Âge. Il y en a même qui utilisent la fondation de l'Empire ottoman comme étant le point de la fin officielle du Moyen Âge, la chute de Constantinople aux mains des Ottomans. C'est pas la création de l'Empire ottoman, mais ça, c'est quoi? C'est 1452, je pense. Et là, l'Empire ottoman aurait toffé jusqu'à la Première Guerre mondiale. Ça a arrêté d'exister il y a genre un peu plus de 100 ans. C'est fucked up. Voilà, quand même. Une place. Là. Vlad l'Empaleur, Dracula, se battait entre autres contre les Ottomans. Ils ont essayé d'envahir. C'est eux qui empaillaient. C'est eux qui empalaient. Oui, ils empallaient pas, empaillaient, empallaient, oui. Sur des gros pics. Oui, c'était leur affaire favorite. C'est le fun. Et que tantôt, là, ça a piqué ma curiosité. Tu parlais de peut-être éventuellement écrire un livre en solo. Puis là, tu prends de l'inspiration d'Harry Potter, de Lovecraft, de Sherlock Holmes. Ça va-tu être un roman policier parsemé de sorcellerie? Peut-être. Peut-être que c'est ça que je vais faire. Je ne veux pas trop en parler parce que mais je veux écrire une nouvelle de détective. Okay. C'est ça que j'ai envie d'écrire. Mais une nouvelle de détective où mon imagination de stoner va pouvoir se laisser aller librement. Fait que j'ai une aventure, une histoire, une enquête de détective fantastique. C'est ça que j'ai envie de faire. Ah, ça serait hot. As-tu quelque chose de commencer ou ça fait juste bouillir dans ta tête? Je suis en train de slow cook ça. Là. Je pense pas que je vais commencer avant mes 40 ans. OK. Ah ouais. J'ai 36. Non, mais il faut que je lise un paquet de livres avant. Là. Je ne suis pas encore prêt, je ne suis pas encore là, je ne suis pas encore dans mes affaires, mais éventuellement, je vais écrire mon livre. Mais pas là. Y a-tu peut-être avant ça, peut-être d'autres possibilités de livres en collaboration? Oui, il y en a peut-être. Il y en a peut-être. Je ne suis pas. Sans trop vous révéler d'affaires, semblerait que les chroniques de l'abîme, ça a été bien populaire. Mais je comprends pourquoi. Toi et Simon, c'est de où vous vous connaissez? On se connaît d'avoir 2 podcasts qui fonctionnent quand même relativement bien, puis à un moment donné, puis d'amis interposés aussi. Puis à un moment donné, on s'est passé un coup de fil à un moment donné pour faire un crossover au avril 2020, si je ne m'abuse. Okay. On a fait un épisode on mergeait nos 2 podcasts, qui d'ailleurs a donné naissance à l'histoire de la ville de Gagnon. La première histoire dans le livre, dans les chroniques de l'abîme. Ça, c'est un podcast à la base qu'on a fait Simon et moi, qui avait à peu près la même structure que le livre, c'est-à-dire, près je raconte l'histoire, puis moi, je viens faire des petites interventions historiques. Des détails intéressants. Qui ont rapport, mais qui n'ont pas rapport, qui ont pas rapport, mais qui ont rapport, hein, qui aident juste mieux à comprendre un petit peu l'origine de l'horreur qui est en train d'affecter nos personnages dans l'horreur donnée. Voilà, les gens ont bien aimé ça. Il y en a une couple qui ne se sont même pas rendu compte que c'était un poisson d'avril. Parce que c'est ça. Parce que moi, au début, toutes les histoires, je savais que c'était pas mal inventé, mais tous les détails intéressants, je pensais que ça avait de l'air vrai. Puis là, quand j'ai lu genre la mort d'Edgar Allan Poe, ce que ça disait qu'il avait arrêté de boire, j'étais comme non, me semble il a bu comme un trou toute sa vie. Ce qu'on a fait, là, c'est on a déguisé notre mensonge de vérité. Et c'est comme ça qu'on crée. C'est des tactiques de pervers narcissiques, ça. Je ne fais jamais ça, là, mais Mais pour écrire, c'est correct de parsemer la réalité de fantastique. Là, c'est ça qu'il faut. Là. Le meilleur mensonge est masqué de vérité. Fait que toutes nos affaires pas vraies, on les a toujours un petit peu backées d'une affaire qui était vraie. Fait que là, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle à la fin du livre, là, il y a le vrai du faux. Là. Il y a le by the way, voici
voici ce qu'il en est. Là. C'était tout de cette affaire-là n'est pas vrai, là, mais voilà, c'est ça qui donne, selon moi, un bon exercice d'horreur. Faut qu'on puisse y croire pour se Ben sentir en oui. danger. Faut que ça ait de l'air quand même réaliste pour qu'on se mette à la place du personnage qui a peur dans On l'histoire. empathise. Ou qu'on commence à se poser des questions sur qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur du centre de la Terre. Y a-t-il vraiment une force surnaturelle qui nous pousse à des idées Il y a un malsaines? gros noyau de métal en fusion. C'est ça qu'il y a. Sauf que nous autres, on s'est dit, OK, et si cette affaire-là, c'était l'enfer? Comment est-ce qu'on explique? Si on essayait d'expliquer scientifiquement l'enfer? Oui, parce que vous appelez jamais ça le diable ou l'enfer. Jamais. C'est ça, c'est comme les abîmes ou les forces. Mais parce que ça, le diable et l'enfer, c'est peut-être comme ça qu'on les a appelés, qu'on a appelé cette force-là à travers l'histoire. Mais peut-être que c'est quelque chose au-delà de tout ça. Là. Mais ça, c'est sûr que si c'est ça, c'est quand même plus grand que qu'est-ce qu'on est capable de concevoir. Fait qu'on pourra jamais le concevoir comme qu'est-ce que c'est. Puis on l'explique jamais c'est quoi. C'est une force ténébreuse, mystérieuse au centre de la Terre qui, à la fois, fait et défait la matière et qui a l'air de se nourrir d'une certaine énergie de la surface, qui a l'air de se nourrir de la néga-énergie de la surface. Fait que tout ce qu'on vit, tout ce qui est, tout ce qui est traumatique et terrifiant pour les êtres à la surface de la planète finit par être comme floché dans une espèce de bol de toilette cosmique et se ramasser au centre de la Terre. C'est un petit peu ça le concept de l'enfer. C'est un petit peu ça, genre quand notre âme s'en va, être torturée à jamais par des démons. C'est ça, c'est comme une espèce d'aguerréotype de la souffrance humaine qui se ramasse à exister pour toujours, comprimé dans une espèce de noyau de toutes ces émotions négatives-là au centre de la Terre. Puis ça, je te dis ça, puis on l'explique même pas de même dans le livre. Tu me disais qu'avant, vous le saviez, entre vous, c'était quoi, mais vous ne vouliez pas que le monde le comprenne, puis vous avez quand même bien fait ça, là. Moi, c'est la fin de ton histoire à toi. Je trouve qu'elle est très abstraite. Je suis pas sûr d'avoir tout compris. Puis je ne sais pas s'il y a quelque chose à comprendre non plus. Je t'explique tout, dans cette fin-là, je t'explique tout de A à Z ce que tu es censé comprendre. Toutes les réponses du livre, c'est cette fin abstraite-là. Okay. Tout est là. Fait que c'est ça, c'est qu'est-ce qu'il y a à comprendre est incompréhensible, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre, c'est que quand tu meurs, toute la souffrance de ta vie, le daguerréotype de cette expression, de ces émotions-là, se ramasse concentré dans le noyau de la souffrance humaine. Et c'est ça que le personnage se dit, mon Dieu, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est ça, mon Dieu, est-ce que c'est ça ma mort, à être pour toujours mon dernier instant de souffrance? Et c'est un petit peu ça que Ludmilla va devenir en tombant dans l'abîme. Elle devient, et plus elle-même, là, elle est morte, elle n'existe plus. Il n'y a même plus une affaire d'une âme. Elle devient juste une synthèse de la souffrance de ses derniers instants de vie. C'est bien expliqué. Je comprends un petit peu mieux, mais je comprends que c'est quand même... c'est pas supposé d'être trop compréhensible. je ferais pas. Là, je veux dire, pour le biais de l'exercice, je te prends par la main, là, puis je fais le trajet. Là, si tu veux c'est ce que j'aimerais que le lecteur comprenne grosso modo à la fin de toute cette patente-là. Là. C'est pour ça que c'est la dernière histoire d'ailleurs. C'est le plus proche d'une explication qu'on était prêt à donner dans le livre. Puis même là, j'en ai enlevé un petit peu. Tu trouvais que t'en donnais trop? Oui, à un moment donné, là, je surexpliquais la patente. C'est comme non, on n'a pas besoin. On peut faire les pas. Là.
vous allez le saisir, là. Elle explique, elle se pose les questions au fur et à mesure que les affaires sont en train d'y arriver dans cet ultime instant-là où, je veux dire, à toute fin pratique, elle tombe en enfer, là. C'est ça, Ouais. C'est comme ça qu'on peut l'interpréter, là. oui, mais tu sais, l'enfer tel qu'on l'a établi, là, qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? C'est ça, c'est la souffrance éternelle, là. Ouais. Le négatif de l'humanité, là, comme en photographie, là. Je sais pas si tu connais, là, je commence à, tu sais, je fouille pour m'inspirer le plus possible de démonologie puis de mythologie. Puis il y a un vieux livre qui c'est genre de Divine Comedy. Oui, C'est de genre, Dante Alighieri. ouais, Dante's Inferno, Dante's Oui, Purgatory, puis Dante's bien sûr. Paradise. C'est pas top. Ce gars-là, là, à la Renaissance, il a écrit un fanfic d'un gars qui voyage en enfer. C'est Ouais, métal en esti, parce- Dante Alighieri. j'ai commencé à entendre parler de ça. Puis là, tu vois, je te dis, j'écris un livre qui se passe dans une dimension de l'enfer où les âmes des suicidés se retrouvent pour souffrir. Là, dans le deuxième ring du septième cercle de l'enfer, c'est la forêt des suicides dans Dante's Inferno. Puis là, je vais aller comme plus fouiller là-dessus pour m'en Tu inspirer. devrais le Puis, lire. ouais, mais Le Purgatoire, il est pas pire aussi. C'est une trilogie, là, mais si c'est pour ton affaire, là, je te suggère l'enfer de Dante. ouais. C'est Mais, ouais. la base. Déjà, j'ai écouté une couple de vidéos YouTube là-dessus, puis j'étais comme, waouh, ça a bien de l'air amazing. Il résumait la patente, là. Juste le début de l'enfer, genre, me traumatise, où ce que ton âme pourrie, puis tu te fais manger par les vers en même temps de te faire chasser par des nuages de guêpes. C'est tellement genre, je veux pas vivre ça. C'est tellement la pire chose au monde. Hey man, puis attends, là, rappelle-toi, là, ce gars-là, là, il n'y avait pas de TV, là. Il a inventé ça à la Renaissance. C'est comme les peintures, tu as dû déjà voir ça, les peintures de Hieronymus Bosch. Sûrement que j'ai déjà vu ça, là. Il a fait un triptyque, le paradis, comme Dante, le paradis, le purgatoire, puis l'enfer. C'est une espèce de gros tableau là, où il a illustré l'enfer. Et Ah, je c'est pense que j'ai genre, déjà vu ça, là. ouais, Ouais. c'est des petits démons avec des têtes d'oiseaux là, qui mangent un doute puis qui leur chient sur un bol en or. Là, puis il y en a qui sont transpercés par des cordes de harpe pendant qu'il y a des espèces de bébites avec des têtes de poissons qui jouent de la timbale en sortant du cul de la bouche d'un doute. Ce gars-là a visuellement représenté l'enfer à une époque où ils avaient. C'est quoi les cues visuels qu'ils avaient pour représenter cette affaire-là? Ça, c'est de la pure imagination. Ouais, il n'y avait même pas d'LSD non plus. Il y avait, en tout cas, ce qui paraît, il y avait moyen de triper, là, mais Ouais. le pavot, je pense, une chute de ouais. même. Non, mais voilà, le dude a représenté l'enfer à une époque où il y avait aucune TV, aucun référent cinématographique, aucun artwork. Il y avait la Bible, puis toutes sortes de grimoires. Mais même là, on ne parle pas beaucoup de l'enfer dans la Bible. On ne te le décrit pas tant que ça. Ça c'est quand même un travail là, d'imagination. C'est quoi un démon, man? C'est quoi? Comment tu représentes cette affaire-là à une époque où on ne les représentait jamais? En tout cas, Ouais. Mais c'est ça. Peut-être, c'est ça. C'est un génie ou peut-être qu'il a vu l'enfer dans ses rêves. C'est un génie. Mais oui. Mais je sais de quelle toile tu parles. C'est vrai qu'on dirait que à chaque fois que je vois ça, c'est comme je peux pas m'empêcher de la scruter des yeux d'un bout à l'autre. On dirait que je veux voir tous les petits détails, toutes les tortures infligées. Détails en plus, c'est fucked up. Ouais. L'enfer, je vous le suggère. Je vais le montrer au montage, c'est sûr. Oui, please fais ça, mais il y a des détails. C'est ça l'affaire. Il y a des micro-détails là, que tu peux complètement rater, là, genre c'est souvent genre un dude qui sort d'un dude, là, ou un dude qui est en train de se faire une affaire qui se peut pas. Là. C'est très, très bad trippant. Les démons ont des têtes d'oisillons. Ils utilisent ça souvent, ça. J'ai des démons avec des têtes de bébés oiseaux. Oui, mais les démons qui tourmentent les âmes de suicidés dans le Dante's Inferno, c'est des harpies, puis ça, c'est comme une créature grecque qui est mi-homme, mi-oiseau. Puis tu vois, les âmes se retrouvent en arbre, toutes croches, puis eux autres, ils cassent leurs branches, puis ils leur font mal. Ça doit être partie de d'autres mythologies, en fait. Ouais, c'est ce qui se passe. Ben, tu sais, un peu comme, c'est con, un peu comme l'exemple qu'on faisait en début de podcast avec H.P. Lovecraft et Edgar Allan Poe. Je veux dire, l'art est toujours inspiré d'un autre art. Puis, je veux dire, comment
comment des gars comme Hieronymus Bosch ont pu représenter l'enfer de même. Il a dû genre aller voir un compendium là, de tous les vitraux là, où les gens avaient représenté des démons et toutes les espèces de représentations moyenâgeuses de l'enfer, pour faire OK, ça a à peu près l'air de ça, là, j'imagine. Là, je me le peindre avec mon guts, là, en m'inspirant. J'ai vu un oisillon mort ce matin. Là, ça ressemble un peu à un démon. Hein, voilà, le processus créatif. Wow. Représenter des affaires qui te font triper en te les appropriant. Fait que toi, de Divine Comedy, tu l'as lu? Non. OK. Ben, tu me suggères de le lire, mais ça a l'air dur à lire. Là. Ça doit être quand même. Moi, c'est pour un gars qui veut. OK, je te suggère de lire de la même manière que moi, pour un gars qui va écrire un livre, une enquête de détective privé, je vais lire toutes les Sherlock Holmes et toutes les Hercule Poirot. Ouais. C'est des piliers du genre. C'est le genre naît de cette affaire-là. Faut connaître sa matière pour savoir comment en diverger. Faut connaître les règles pour savoir comment les briser. Fait que, si tu me dis que tu veux écrire un roman à propos de quelqu'un qui est prisonnier et qui voyage à travers les cycles de l'enfer, comme l'enfer de Dante, je te dirais, commence par lire l'enfer de Dante, ne serait-ce que pour savoir où ne pas aller. Ouais. Et par conséquent, où aller? Garder les patentes les plus cool, les approprier, en refaire ta version à toi et pas juste copier-coller. Voilà, mais tu sais, exactement. déjà, ça peut pas être copier-coller. J'ai appris récemment que ça existait, puis ça fait quand même 2-3 ans que j'ai commencé cette ébauche-là. Fait que. Bien sûr, mais voilà, c'est le processus, là. C'est utiliser l'art de quelqu'un d'autre pour, mon Dieu, s'en inspirer puis recréer ce qui nous a fait triper, là. C'est de là que viennent les genres littéraires, les genres cinématographiques, c'est tout ça, là. Ben oui. On devient artiste parce qu'on a tripé sur des artistes, là, veut pas. Là. La plupart du temps. Là, rares sont les gens là, qui se déchirent le chest puis qu'il y a un artiste en dessous. Il y a de l'art qui t'a fait triper à un moment donné, là, à tel point que tu as envie de faire ça toi aussi. Là. Mais c'est ça l'art, c'est une connexion avec l'émotion, avec toutes sortes d'émotions, tout un range d'émotions très, très intéressantes. Tu veux faire vivre des émotions à ton public, à ton lecteur, à ton... Peut-être même te les faire vivre à toi-même aussi en le créant. Et c'est souvent comme ça que la sécession des émotions s'opère. Je suis en train de devenir cryptique. Je suis trop métaphysique. Ben non. Moi, je suis un gars assez space dans la vie, puis je suis tout le temps tout seul, puis on dirait que la plupart du temps, je réfléchis à mon existence, à ma spiritualité. Mais il faut, c'est génial, ça. C'est la meilleure façon d'être heureux. Oui, c'est ça. Je me pose beaucoup de questions, mais je me satisfais avec le fait que j'aurai pas de réponse. Ah, et même, des fois, on en revient à ça, on n'a pas besoin de toutes les réponses dans la vie. Non, vous n'aimerez pas toutes les réponses. Ben non. C'est souvent ça. Là. Fait que sinon, là, tu sais, je m'avais préparé une couple de questions. J'en ai lu une couple. J'en ai pas lu une couple, mais j'en ai dit une couple. Mais on a le temps. Ça, je me demandais ça. Entre l'humour, la fiction d'horreur, puis les détails intéressants ou les pires histoires de l'humanité, c'est quel médium d'écriture que tu as le plus de fun à travailler? J'ai tout également du fun et j'ai réalisé en vieillissant que j'aime ça changer. J'aime ça changer de médium d'écriture et j'aurais pas le même fun si je faisais juste une affaire de ces affaires-là. Ouais, moi, il faut que je fasse du stand-up, il faut que j'écrive des podcasts, puis il faut que j'écrive un livre. C'est ça c'est ça mes patentes. C'est ça mes exutoires. OK. Fait que j'ai pas. Il faut que je change d'affaires, il faut que j'ai plusieurs cordes à mon arc, il faut que j'essaie différents arts. Il y a plein d'affaires qui me font triper, puis il y a plein de façons de. Moi, j'arrive avec une couleur artistique
Puis mon plaisir dans la vie, c'est de peindre cette couleur-là sur un maximum de canevas différents. Ah, j'aime ça. Y Voilà. a-tu un canevas différent, justement, que tu n'as jamais essayé, que tu as l'intention d'un jour peut-être mettre ta couleur dessus? Moi, il me manquerait le... Ah, mon Dieu. J'aimerais peut-être me peindre à un moment donné. Je dessine correct. Je dessine pour le plaisir. Là. Je suis très amateur, mais j'aimerais ça peut-être me remettre à juste faire du bon vieil art visuel dans mes temps libres. Là, juste peindre genre des peintures à l'huile ou des aquarelles ou peu importe. Ou peut-être à un moment donné faire du cinéma. J'aimerais ça, sauf que c'est monolithique, un projet cinématographique. C'est un pensez-y bien. Là. C'est surtout genre, c'est pas juste écrire un scénario de cinéma. Là. Dans mon cas, ce serait genre écrire, puis peut-être en tout cas réaliser ou co-réaliser ou jouer dedans, ou peut-être écrire, réaliser, co-réaliser, puis jouer dedans. Je sais pas. Mais je sais que ça va être de la job en tabarnak. Ben oui. À un moment donné, peut-être, mais non, il y a ces deux affaires-là que j'ai pas essayé. J'ai envie de faire le tour. J'ai envie d'essayer les patentes. J'ai pas fait de sculpture non plus. Pas pour l'instant, mais tu sais, peut-être un jour, qui sait, pour mes vieux jours, je vais peut-être me mettre à la sculpture, qui sait. Mais non, pour l'instant, là, je veux écrire un livre. Là, c'est le prochain défi que je me donne. Puis après ça, peut-être le cinéma. Peut-être que le cinéma va venir avant. Là, peut-être que je vais me faire offrir une affaire. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va... faut pas se donner, tu sais, dans la vie des objectifs trop à long terme. Ouais. Faut travailler à court terme et apprécier le plaisir d'avoir fait quelque chose à court terme, surtout de l'avoir terminé. Les projets à long terme, on ne sait jamais si on va les terminer. Fait que c'est cool, mais c'est des rêves à poursuivre. Et ça, c'est génial. Rien de mieux que poursuivre un rêve, mais si tu as juste ça, tu gambles beaucoup là, sur quelque chose qui arrivera peut-être jamais ou qui sera peut-être pas à la hauteur de tes attentes. Il faut se donner des petits projets, travailler à court terme, finir des projets et là, être satisfait puis insatisfait, t'en as rien à chier parce qu'il y a un autre projet là, par la suite. Là, puis ouais, tu vas juste devenir meilleur si tu es insatisfait d'un. Tu vas en faire un autre. Il n'y a pas de meilleure école dans la vie que de se planter. Là. Moi, ça fait 10 ans là, que je fais du... c'est fou, ça fait 10 ans que mon seul art, c'est de faire du stand-up dans la vie. Jusqu'en 2019, là, c'était jusqu'au début des pires moments de l'histoire. Puis là, mes affaires ont commencé à bien aller au moment où j'ai pris tous mes apprentissages de stand-up puis que j'en ai fait un podcast qui était uni dans un autre concept de spectacle que j'avais développé là, pendant ça aussi. Là, mais voilà là, ça a fonctionné. J'ai dit, OK, d'accord, ben je vais faire le tour dans ce cas-là. Je vais essayer les branches artistiques. Là, je vais essayer de prendre mes apprentissages d'un art et les appliquer à un autre art. La plupart du temps, écoute, si ça fonctionne, ça fonctionne. Si c'est un monstre, au pire, j'aurais créé un monstre, puis ça me fait plaisir. Là. Fait que je sais pas. Voilà, il a fallu que j'atteigne la trentaine pour me rendre compte que dans la vie, il n'y a pas juste un art qui me fait triper. Puis je sais c'est quoi la couleur de mon art, par contre. Ouais. Ça, puis on peut mélanger des affaires. Hey, c'est con. Moi, je suis un grand fan de Rammstein dans la vie. J'adore ces gars-là. Tu as été les voir l'autre soir? Oui. Oui, c'était la 3e fois que je les voyais live. Puis là, c'est drôle parce que je suis allé avec ma copine. Puis elle les connaît très peu. Fait que là, elle se lance là-dedans, là, genre vierge de Rammstein. J'étais comme, je pense que ça va le faire. Je pense que tu t'emmerderas pas pendant le spectacle. Et après ça, c'est quand même... Hey man, le chanteur, il a 59 ans, là, puis on parle de 2h30 de spectacle. 2h30 de spectacle de Rammstein. Ça fait aucun crise de sens, man. C'est de l'énergie, là. Je pensais pas qu'il était si vieux que ça. Till Lindemann, il a 59 ans, man. Il a presque 60. Les autres sont pas loin derrière. Là. Je sais pas si c'est le plus vieux, là, mais ça sent bien des vieux monsieur. Là. Et eux autres, en tout cas, moi, ce que je trouve fabuleux chez eux, c'est que l'emballage est récurrent. L'emballage est toujours un petit peu le même. C'est un bon vieil emballage sinistre de métal allemand, en dessous duquel... Il y a un peu de techno. La plupart du temps, je te dirais qu'il y a beaucoup d'humour. Ça se prend pas au sérieux. Rammstein, premièrement, c'est leur tune.
c'est toutes des mises en scène. C'est toutes des romans à part entière. Chacune des tunes de Rammstein, et c'est la psychologie d'un personnage différent. Ils mettent en scène des personnages dans leurs chansons, et chaque tune est sa propre narrative. Il y a tout le temps une histoire. Il y a tout le temps, on s'en va tout le temps d'un point A à un point B. Et la plupart du temps, c'est ça. Ça fait que ça permet en tout cas, c'est ça, d'oser un certain humour derrière ça, un certain humour un peu sinistre derrière tout ça. Et là, ça devient un mélange des genres que je trouve très, 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 très intéressant. On passe à travers une roue d'émotions, puis voilà, ça donne de la complexité à l'œuvre, et ça fait que j'aime les œuvres de même, c'est ça que je veux dire. Là. Il y a moyen de mélanger les arts, il y a moyen de mélanger les tons pour créer des affaires auxquelles on n'aurait pas cru, qui auraient pu sonner dissonants. Mais voilà, Rammstein est un exemple. Là, je veux dire, j'aspire à faire un petit peu ça dans mon œuvre. Peut-être avec des proportions différentes. Moi, c'est une œuvre très humoristique dans laquelle je me permets des affaires lugubres par moment. Mettons, ça, c'est le podcast. Des affaires véritablement lugubres dans une thématique lugubre appliquée à une œuvre humoristique. Dans mon stand-up, des fois, le ratio diverge. Là. Des fois, c'est des thématiques, c'est des thématiques lugubres que je vais essayer de rendre phonées ça va être ça mon objectif à travers mon numéro d'humour. Là, j'ai vice-versa. Des fois, des affaires phonées que ça va être drôle parce que c'est fondamentalement lugubre, parce que quand tu prends le temps d'y penser. Là. Fait que c'est jouer sur ces deux ratios-là. Je pense que c'est ça la couleur que je trouve artistiquement intéressante dans la vie. Pour moi, en tout cas, c'est ça que j'aime faire. Bon, mais tant mieux. Écoute, tant mieux, ça me rend heureux. Là. Mais t'as l'air d'un gars très heureux. Pour quelqu'un qui dégage quelque chose de sombre, comme je disais tantôt. Là, mais c'est peut-être justement ça. C'est peut-être je sais pas, on dirait souvent, tu sais, les gros métalleux, ils ont toujours l'air super gentils dans la vraie vie. Puis c'est ceux, comme je disais, qui sont tous clean cut. C'est souvent des arrogants ou des trucs. Patrick Bateman, là. Il ne faut pas généraliser, là, mais c'est des mix de personnalités qui sont possibles. Et ça, souvent, je trouve, en fait, que c'est. Je sais pas, je ne veux pas comparer les gens à des œuvres, là, quand même, là, mais c'est peut-être des gens, des humains, des créatures nuancées qui peuvent être et blanches et noires. Et sans devenir des monstres. Et c'est souvent quand on devient soit complètement blanc ou soit complètement noir qu'on devient, on en revient à ça, là, c'est la thématique de la journée, qu'on devient un monstre. L'humain est fait de ténèbres et de lumière. L'humain n'est pas une créature qui est faite pour être 100% heureuse 100% du temps. Des fois, on va être malheureux dans la vie, et le malheur, ça sert à apprécier l'instant de bonheur qui vient par la suite. C'est ça, sinon on va toujours prendre le bonheur pour acquis si on n'est jamais malheureux. Il n'y a pas de chance sans malchance. Et il n'y a pas de malchance sans chance. C'est le yin et le yang. Si vous n'êtes qu'heureux dans la vie, vous allez vous emmerder à mort. Probablement. Les gens qui ont tout dans la vie, là, ils prennent tout. C'est quoi la première affaire qu'ils réalisent? Là? J'en ai jamais assez. Comment est-ce que je comble le vide? Parce que ce n'est pas. Parce que vous n'avez pas vécu d'adversité, parce que vous combattez pas, parce que vous n'avez pas comment dire, je vais utiliser un anglicisme, là, mais le struggle for life. La vie, c'est censé être ça. C'est censé être rampé à travers des épreuves. C'est censé avoir le besoin de ressentir l'envie de survivre. Oui, mais peut-être à l'ère moderne, on l'a oublié à cause de nos styles de vie confortables, je pense. Ça se peut. Peut-être. Puis c'est peut-être même pour ça qu'on est un petit peu autodestructeur dans nos tendances, un petit peu nihiliste dans nos tendances. Et les gens aiment vraiment beaucoup être torchés. Les gens, c'est pas vrai. Je me suis ramassé souvent dans des places où l'objectif, c'était d'être torché dans la vie. Autant un festival qu'un whatever, là, que juste aller dans un bar. Les gens aiment être complètement torchés.
il y a quelque chose de très nihiliste là-dedans. Là. Il y a quelque chose C'est de... pour fuir la réalité. C'est comme revenir à mon jeu tantôt, que je vais tuer du monde dans mon jeu pour sortir le méchant. Sortir, s'évader de la réalité. C'est le besoin de l'être humain. Tu sais, les animaux, je pense pas qu'ils ont ce besoin-là de fuir la réalité. Eux autres sont constamment dans l'instinct de survie. Ils n'ont pas oublié que c'est ça la réalité. Là, nous autres, on est dans une phase très, très weird de notre humanité. Il n'y a plus besoin de survivre. Il faut simuler le besoin de survivre. Il faut simuler les émotions fortes. Et ça, souvent, c'est ça, quand dans un monde où tout ça n'est que simulation, ben oui, veut pas, je veux dire, en tant que... non, c'est terrible ce que je veux dire là, c'est une locution que j'ai eue là. En tant que société, on devient nihiliste. On se dit, ben, quoi bon, si bien s'enfuir, être déconnecté, aller se torcher puis crier, puis je comprends, je comprends les gens, je comprends les gens d'être de même. On est à une époque très étrange, très où on est protégé, où on est dans l'infini confort et l'infini divertissement. Pourtant, tout autour de nous est en train de s'écrouler. Tout est en train de brûler, puis on regarde tout ça aller là, en portant des pyjamas japonais en forme de Charmander, puis en se faisant venir des ramen. Là. En faisant des podcasts. Puis, en faisant des podcasts. En écrivant là, des jokes. Ouais. Okay, mais ça, c'est... puis honnêtement, là, de toutes les époques où on pouvait vivre, je suis vraiment content d'exister à celle-là. Ben oui. Ben oui. Je suis désolé, là, l'époque du confort absolu, là. Mais ça, c'est pour nous autres, parce qu'ailleurs, dans le monde, c'est pas de même partout. Là. Oui, non, excusez. C'est pas l'époque du confort absolu pour tout le monde, là. On vit à un endroit, en ce moment, toi et moi, dans le monde, où on est à l'époque de l'infini divertissement et du confort absolu. C'est ça que je veux dire. Et en tout cas, il y a pire. Je suis grateful, c'est ça que je veux dire. Je suis bien content de pouvoir observer la fin du monde de cette loge privilégiée. Hey, c'est tellement bien dit, ça. C'est dark, mais c'est drôle. J'aime ça. Non, c'est un show, là. C'est ça l'expérience humaine. Hein. Hey man, c'est un gros cinéma. On s'assit, on mange popcorn, mais on regarde ça aller. Tout ceci, le film de ta vie, la seule affaire qui est importante, c'est le film de ta vie. On est un infinitésimal clin d'œil de conscience dans un univers infini qui s'en calisse. De plus en plus aussi. Là. Ah non, ça a toujours été comme ça. Ah ouais. On en revient à ça, le cycle. Tu penses pas que, vu qu'on est dans le confort éternel, qu'on s'en calisse plus que le monde dans le Moyen-Âge qui est en mode survie. L'univers s'en calisse. OK. La réalité de l'univers, dans le sens que tout ce qui est plus gros que nous autres, on est des bactéries là, dans cet univers-là. Là, on est rien. Là, on est des singes sur une roche qui se pitche de la marde. Dans le grand schème des affaires, on est un grain de sable. On est un rouage. On est l'univers qui se micro-observe lui-même. Et c'est à ça qu'on sert. Je sais pas si on devrait finir là-dessus, mais c'est... je sais pas, veux-tu rajouter autre chose? Je pense pas qu'il y a d'autres choses à rajouter. Hein? Ça fait pas mal de tour. Amusez-vous, faites-le. Je vous souhaite, les amis, là, que votre film soit le meilleur. Ben, fais ton film comme tu aurais envie de le regarder. C'est ça qu'il faut faire. Ben oui. Puis souvenez-vous que ça prend des scènes où on a peur pour le protagoniste. Ça prend de l'adversité. C'est ça qui fait que le film est intéressant. Ça prend des émotions. Oui, voilà. Soyez des bonnes personnes avec des émotions, puis soyez gentils. Soyez pas toute une affaire ou toute l'autre, les excès. Je suis qui là, pour vous donner des conseils de même aux gens? Là, je suis un peu stone. Là, puis on dirait si l'humour, ça n'avait pas marché, tu aurais pu être soit psychologue ou prof d'histoire. J'ai pensé ça, prof à un moment donné. Mais tu sais, le bon vieux those who can do teach, mais la vérité, c'est que j'aurais pas eu la patience pour les jeunes. Non.
Désolé. Je l'ai essayé. D'aller faire des conférences là, devant des jeunes du secondaire. Là. Conférence de quoi? Pour le fun? J'ai fait ma conférence sur la peste noire dans des écoles. Je l'ai fait devant un auditorium de secondaire 3 une fois. Une fois. Tu voulais pas Leçon apprise. Non, c'est perdu sur eux autres. Je suis désolé. Souvent, c'est des cas de genre, je suis le préféré du professeur. Puis là, le professeur va me faire venir pour essayer de faire triper ses élèves, mais la vérité, c'est que non, vous avez aimé ça parce que vous êtes un initié, parce que vous êtes un adulte, parce que vous êtes de la même génération que moi. Je peux pas essayer Faites-leur écouter le podcast. Ils vont décider s'ils aiment ou ils n'aiment pas ça. Puis ils seront pas dans ma face en train de me dire qu'ils n'aiment pas ça. Ouais. Ben oui. Bon. Fait que là, il reste 3 minutes. Fait que pour finir, t'avais-tu t'as bien des affaires qui roulent, sur quoi qu'on peut te suivre, te voir, des shows qui s'en viennent? Oui, regarde, écoute, je vais faire, d'ailleurs, parlant de mes conférences, je pense qu'on est dans les dernières dates là, de ces affaires-là. J'ai 2 conférences. Charles Beauchesne parle de Jack l'Éventreur pendant 60 minutes et Charles Beauchesne parle de la peste noire pendant 60 minutes. Je pense qu'il me reste une couple de représentations de ces affaires-là. Je vais les remettre au fridge bientôt. Je n'arrêterai jamais de faire ces spectacles-là. Ce qui est fun avec ces 2 shows-là, c'est que je peux les faire jusqu'à ma mort. Puis je vais peut-être même en rajouter un 3e. J'ai envie de faire Charles Beauchesne parler des nazis pendant 60 minutes. C'est ma trilogie de conférences historico-humoristiques. Mais là, ça fait 2 ans. Là, ça fait depuis la pandémie que c'est les seuls spectacles que je fais. Là, puis je suis tanné et je vais les mettre au fridge. Je les remets au fridge pendant quelques années. Je vais les ressortir éventuellement. Okay. Fait qu'il reste encore une couple de représentations de chaque. Billets en vente au hahaha.com. Yes, sir. Sinon, je fais je recommence à faire du stand-up. Je ressors mon one-man show de 2019, Les Corbeaux me regardent d'un air bizarre. Ça, c'est juste du bon vieil humour scénique. Avec à peu près les thématiques desquelles on jase. Donc, je parle de la vie, je parle de la mort, je parle d'arrêter d'exister, je parle du passage du temps. Là, je parle de en tout cas, toutes ces affaires-là. Tu y mets ta couleur. Oui, voilà. Une heure de stand-up particulièrement introspective. Fait que ça, je vais le jouer plus souvent à la prochaine année. Là. C'est le spectacle que je veux faire. J'ai les pires moments de l'histoire, saison 5, que je suis en train de l'écrire là. Et d'ailleurs, je vais faire de la recherche là, dès qu'on a fini de ce podcast-là. Là, je suis plus dans l'écriture de cette affaire-là. Ça devrait sortir au mois de décembre, une affaire de même. Une histoire d'amour, tu avais écrit. Qu'est-ce que tu penses que ça va être? Je suis pas sûr. Il y a quelqu'un qui avait écrit en commentaire Bonnie and Clyde, mais. Oui, OK. J'ai pas de spoiler. Non, c'est ça. Il va falloir écouter le podcast en audio, en vidéo pour avoir la réponse. Spoiler? OK. Je m'en vais faire ça là, dès qu'on a fini. Fait que là, c'est ça. Une nouvelle saison des pires moments de l'histoire qui s'en vient. Puis, des petites patentes à gosse là, avec lesquelles je vais vous surprendre. Je veux cette année me remettre à réécrire du nouveau stand-up. Ouais. Je veux trouver le temps. Là c'est beau, là, la pandémie est officiellement finie. Là. Il faut que je m'y remette. Là. Puis, en plus, on est au mois de septembre. Là, on est à la rentrée un peu, les humoristes. Là, c'est pas, en tout cas, pour les non-initiés, le mois de septembre, c'est et la rentrée scolaire et le moment où les humoristes se remettent à écrire du nouveau stock. Grosso modo. Il faut que je fasse ça cette année. Assurément, parce que c'est le fun. Ça permet de recéter mon diapason humoristique. Il reste moins d'1 minute, ça va. Il reste moins d'1 minute, j'ai fini. Je recommence à faire du stand-up pour être plus drôle. Voilà ce qui se passe. Vous allez peut-être me voir dans les bars, dans les soirées d'humour, puis voilà. Yes, sir. On va sûrement se recroiser un moment donné. Mais sinon, c'était super le fun. Merci beaucoup. Puis j'ai bien hâte de lire le prochain livre que, genre, j'ai un peu l'impression qu'il peut-être va sortir. En tout cas, j'ai l'intention de faire ça jusqu'à ce que je sois dans la tête.